Bonjour, bonsoir à tous, les catchés et les catchix, et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est une vidéo particulière et qui va plus traiter de l'actualité par rapport à d'habitude, puisque ça sera une vidéo justement où on va dire les termes sur les membres du roster actuel de la WWE, donc Raw, SmackDown. Bon, on ne va pas parler de NXT parce que bon, on regarde pas. Hein. Du coup, je serai accompagné de Pepe Foot une fois de plus. Et du coup, nous allons donner nos avis sur chaque catcheur, sur chaque groupe. On va discuter là-dessus et au moins vous saurez globalement ce qu'on en pense. Salut Pepe Foot. Salut à toi, salut à tous. J'avais hâte qu'on enregistre cette vidéo. J'avais hâte qu'on enregistre parce que j'ai des choses à dire justement sur certaines personnes, sur certains catcheurs. Et j'ai des choses à dire aussi sur le traitement de certains de mes favoris. Donc oui, on va donner notre avis. Et franchement, je vais pas manquer de mettre du sel si j'en ai besoin. Ah oui, exactement. Donc là, ça sera vraiment un point de vue transparent et objectif. Du coup, sans plus tarder, on va commencer par justement par un bon nom, un bon gros nom, le phénoménal AJ Styles. Ah là là, AJ Styles. Lui, c'est vraiment le top du top. J'aime beaucoup ce catcheur. Monument du catch lui aussi. Et surtout, j'aime beaucoup les catcheurs qui sont plutôt hybrides et qui maîtrisent plusieurs styles. Donc, ce qui est le cas de AJ Styles. D'ailleurs, je l'ai découvert à la TNA en 2010. Enfin, j'avais découvert via les magazines Planet Catch, déjà. Donc, comme quoi AJ Styles, c'est quelqu'un, hein. Même avant d'arriver à la WWE. Et quand j'ai commencé à le voir à la TNA, je crois qu'il était déjà champion. Ou alors il était en phase de ne plus être champion. Je sais plus exactement. Mais AJ Styles, vraiment valeur sur 2016, il m'a vendu du rêve. Aujourd'hui, c'est un vétéran qui met en avant les jeunes, en avant les stars d'aujourd'hui. Et en plus, un gars qui est capable de se renouveler parce que aujourd'hui, avec son personnage de Lone Wolf pratiquement, il est très bien, il est très bien. Bon, maintenant, le seul défaut que je peux lui trouver, du moins en termes de personnage, c'est que il a souvent l'air con, hein, quand même. Que ça soit en face ou en heel, ça m'a toujours perturbé, AJ Styles. Je sais pas s'il est comme ça vraiment, mais ouais, il m'a pas l'air très malin. Bon, du coup, je te laisse, Pépé. Bah, AJ Styles, bon, je vais pas revenir sur toutes les choses que t'as dites. Oui, bon, AJ Styles, monument du catch. Pas besoin de revenir sur sa carrière. Moi, j'aime beaucoup aussi. Surtout, j'ai vraiment appris à l'apprécier un petit peu sur le tard. Hein. Moi, je l'ai découvert un peu plus tard que toi. C'est vrai que j'ai eu une longue période où je regardais plus le catch entre à peu près 2014 et 2017. Donc quand j'ai repris en 2017, AJ Styles était déjà à la WWE. Et c'est vrai que j'ai appris à l'apprécier vraiment là. Et c'est vrai que son catch assez particulier, assez hybride, il peut être aussi bien te porter des prises de powerhouse et être un catcheur poids léger. Donc c'est vrai que ça plaît beaucoup. Il est propre dans le ring et tout. Donc AJ Styles, gros catcheur. Je te rejoins sur le fait que il a souvent l'air con à la fin. En fait, Ouais. Et du coup, j'ai du mal à le mettre au même stade que certaines grosses têtes de la WWE. Il reste, tu vois, il reste le gars sur qui tu peux compter. Mais qui n'est pas, c'est pas vraiment un top guy. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Donc ouais, et en ce moment je reste un petit peu sur ma faim avec lui. Hein. C'est vrai que depuis qu'il s'est renouvelé, il a eu cette bonne rivalité avec Cody. Après, il a plus rien eu à manger en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il est porté disparu hein, aujourd'hui. Il est disparu. Je crois qu'en house show, il affronte encore Cody. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il avait affronté récemment en Belgique. Ouais, il a fait une pige au Japon viteuf. Après, plus rien.
Après, plus rien. Hein. Donc, c'est un petit peu dommage. Bah, c'est un peu le symptôme AJ Styles. Oui, tu sais qu'il est bon. Oui, tu sais que tu peux le mettre dans le main event à n'importe quel moment, contre n'importe quel catcheur, et que ça sera bien. Mais est-ce que maintenant, à ce stade de sa carrière, tu vas encore mettre une ceinture sur lui? Je sais pas. Peut-être à ceinture US, hein, qui sait. Là, il est à 1-1 face à une autre personne dont on va parler. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il est plus ça pour mettre en avant les jeunes. Et c'est vrai qu'il est plus sur une fin de carrière parce que j'ai trouvé dommage qu'en tant que Lone Wolf, le personnage, au final, dans les faits, il n'est pas si pertinent que ça parce que la majorité de ses programmes, il les perd quand même. Il les perd. C'est pour ça qu'on dit qu'il a l'air un peu bébête. Parce que clairement que son personnage est intéressant. Il fait du bon boulot, que ça soit dans le ring, que ça soit en promo, que ça soit dans le look, dans l'attitude. Mais en fait, vu comment son personnage est traité toujours à la fin de ses rivalités, c'est compliqué de le prendre vraiment au sérieux, quoi. De se dire que c'est une réelle menace. Ouais. Bon, en dehors de ça, tout ce qu'il y a à dire, c'est que AJ Styles, ça reste quand même une icône du catch, hein. Et j'oublie pas ce que vous avez fait à Lyon, là. Plus jamais. Là, je ne veux plus jamais entendre ça. Là, je ne sais pas, j'aurai des crises d'angoisse ou des pulsions, voilà, on ne sait pas. Voilà. Mais sache que quand il va revenir en France, ce sera la même. Ouais. Non, mais c'est bon, j'irai plus au stade, ou dans les stades de France, là. C'est bon. Ils l'ont fait en Belgique. J'irai plus dans les pays francophones, là. Au pire, je regarde devant mon PC le network, je mets en mute pendant ces matchs et promos. Du coup, voilà comment on va fonctionner. À chaque passage de superstar, on va un peu faire le ping-pong, genre s'il y a une superstar, je serai le premier à donner mon avis, et une seconde, Pépé Foot va donner son avis, et ainsi de suite. Donc, les suivants, on a les Authors of Pain, la boulange, les AOP, les faiseurs de pain. Donc, je te laisse commencer. Les AOP, Akame Rezar, voilà. C'est tout? Ils sont là, ils sont présents, ils sont costauds, c'est tout. Il n'y a rien à dire sur eux, franchement. Que ça soit leur premier run à NXT, visiblement, ils étaient très bons. Ils étaient très bons, ils étaient intéressants, on va dire. Leur premier run dans le roster principal, c'était franchement oubliable. Avec le serial pisseur Drake Maverick. C'est ça le plus mémorable. Franchement, c'était vraiment oubliable à souhait. Après, je crois qu'il y a eu un moment où ils se sont pas alliés à Seth Rollins, quelque chose comme ça. Ouais, le clan du Messiah. Voilà. Bon, ça aussi, je préfère oublier. Et là, ils sont avec Karrion Kross et même s'ils essayent et j'ai envie qu'ils y arrivent, franchement, ça marche pas avec moi. Désolé, Akame Rezar, c'est en bas. Bon, moi, ça va être rapide, hein. Ils servent à rien, c'est tout. Voilà. Les AOP, déjà, ils m'intéressaient déjà pas lors de leur premier run, donc leur second run. Je vois pas l'utilité de les avoir amenés. On va parler plus longuement de leur traitement global quand on va parler de Karrion Kross. Mais ouais, quoi. Même malgré qu'on ait séparé les titres par équipe, il y a toujours rien, il ne se passe rien, même leur manager ne sert à rien en lui-même, donc on va vite passer, hein. C'est dommage, parce que Paul Ellering, il pourrait ajouter un petit quelque chose si déjà on lui permettait de parler, si on comprenait à quoi il sert dans le groupe, si on comprenait un peu la dynamique, est-ce qu'il est là, tu sais, il pourrait raconter quelque chose avec lui, que lui il est là pour contrôler un petit peu Akame Rezar, parce que j'en sais rien, c'est des brutes épaisses, et ils n'écoutent que lui, ils ne répondent qu'à lui. J'en sais rien, essaie de mettre quelque chose en place, peu importe, même si c'est nul, tenter quelque chose. Là, franchement, il y a rien, quoi. Non, mais c'est mieux que le mec tienne une bible et porte des grosses lunettes de soleil, hein. Et une croix sur le front aussi, parce que c'est stylé, voilà. Non, mais il y a rien, ils essayent rien, ils pourraient essayer au moins quelque chose, essayer de le faire parler, donner leur des personnalités. Rien. Bon. Ouais.
Ensuite, Akira Tozawa. Ouais, il est rigolo, il est là, il fait le taf. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et toi? Bon, franchement, je vais pas m'éterniser sur Akira Tozawa, on l'aime bien, voilà. Rien de spécial, je pense qu'il est à la bonne position à ce stade de sa carrière, il est au bon endroit, dans la bonne compagnie, il se fait de l'argent et puis on l'aime bien, il nous fait rire, il a un bon spot, je pense. Ouais. Ensuite, Unholy Union. À l'heure où on parle, elles sont championnes par équipe avant le voir Bashin Berlin. Je te laisse commencer. Alba Fire et Isla Dawn, je te laisse parler d'elle. J'y arrive pas, désolé, j'y arrive pas avec elle. J'essaye pourtant, tu vois. J'essaye, je me suis dit, fais confiance à Hunter. S'il met les ceintures sur elles, c'est qu'elles ont quelque chose. Il va les présenter d'une manière qui va m'intéresser. Elle m'intéresse pas. Et en plus, je comprends rien quand elle parle, désolé. C'est peut-être un peu raciste, ce que je dis. Mais vraiment, je comprends rien. Et pourtant, Dieu sait que, voilà, je suis très fort en anglais, je suis bilingue. Je comprends bien. Après, c'est vrai que je suis vraiment habitué, on est tous habitués un peu à l'accent américain. Mais vraiment, je comprends pas quand elle parle. Surtout, il la donne, je crois. Oh là là, qu'est-ce que t'as contre les Écossais? Oh là. Mais je suis désolé, j'ai rien contre elle, je comprends pas. Drew McIntyre, je le comprends pourtant. Elle, vraiment, je comprends pas. Bon, voilà, j'ai du mal avec elle et je sais pas vraiment quoi dire sur elle. J'espère qu'elles vont perdre des ceintures, tout simplement. Après, pour que Bianca et Jade sont encore dans la spirale infernale. Mais bon, on y reviendra. Unholy Union, j'aime bien l'équipe en ce qui me concerne. Peut-être parce que, bon, j'ai vu vite fait de loin ce qu'elle faisait à NXT et j'aimais bien le concept des équipes sorcières en mode le monde de Narnia. Isla Dawn, c'est la sorcière blanche. Alba Fire, c'est genre l'associé qui a le sceptre ou la batte. Mais c'est vrai qu'au main roster, ouais, c'est le désert, hein. Mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. Moi, on me l'avait vendu comme ça. Tu vas voir, on les appelait même les sorcières, je crois, non? Ouais. Moi, je me disais, ouais, c'est un personnage, c'est des personnages et tout, tu vois, ils vont apporter quelque chose de particulier, mais on voit rien, en fait. Elles sont là, elles font juste des promos dans les vestiaires, dans les backstage, où elles sont là, elles rigolent, elles touchent leur ceinture, mais rien, en fait. C'est quoi leur personnage, je sais pas. Bon, après, non plus le personnage de sorcière, hein, c'est fini, là. Je ne sais même pas si elles ont un personnage actuellement. Il y a eu un teasing avec Isla Dawn qui accostait Nick Aldis qui la regardait d'un air intéressé, voyez-vous. Et ça n'a mené nulle part, en fait. Elles sont allées à Raw et... elles ont disparu et du jour au lendemain on les amène à Clash at the Castle, elles deviennent championnes du fan service et après il se passe rien d'autre quoi. Ouais, c'est pour ça que je dis que j'ai du mal parce que après je comprends justement ton point. J'ai voulu mais moi je les ai pas suivis à NXT donc j'ai pas cette attache avec elles donc moi ce qu'on me propose ça m'intéresse pas là pour le moment. Après, individuellement, bon, le catch, ça reste bon, là, y a pas de souci. Alba Fire, le catch est bon, mais perso, Osef, niveau personnalité, Osef. Isla Dawn, elle m'intéresse plus. Elle a une bonne personnalité. Ouais, j'allais pas parler d'autre chose, hein, je vous rassure, hein, mais voilà, elle a de l'attitude, voilà, personnalité, voilà. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est celle qu'on regarde le plus des deux, quoi. C'est ça. Agréable à regarder en plus. Ouais, hein, quoi. Bon, on dérape, passons. Alexa Bliss. Bon, je sais pas si je vais être rapide là-dessus. Je vais juste simplifier. J'aime pas Alexa Bliss. J'ai jamais accroché. Que ça soit le personnage ou sur le ring. Quand elle avait son personnage de goddess... je trouvais en fait que niveau personnage, jouer la peste, etc. dans son rôle de peste, elle en faisait un peu trop, beaucoup trop d'ailleurs. Après, je comprends la popularité qu'elle a eue. Alexa Bliss, je tolérais un peu plus quand elle était face, par exemple. Je trouvais qu'il y avait un bon équilibre en mode jolie fille du lycée, sympathique avec Nikki Cross, voilà. Et après ça, c'est un peu parti en sucette, quoi.
son perso. Déjà tomber dans les histoires findesques là, où elle se transforme en live à la télé, limite, elle peut se transformer en dragon, on trouvait déjà ça normal au Thunderdome. Et une fois que le film s'était fini, ils ont voulu essayer un truc avec la poupée Lily. Bon, ça semblait bien marcher, mais ouais, j'aimais pas du tout. Pourtant, elle jouait bien le rôle, hein. Niveau performance, Alexa Bliss c'est une bonne actrice, hein. C'était une bonne actrice à ce moment-là. Mais ouais, j'aimais pas, et là, je pense qu'elle est plus sur une fin de carrière qu'autre chose, hein. Parce que lors de son dernier run, elle était complètement vide, là. Ils ont essayé un truc avec l'oncle Audi et on n'a rien compris. Donc Alexa Bliss, c'est pas validé pour ma part. Alors, Alexa Bliss, je vois, je peux comprendre que tu valides pas. Moi, j'aime bien quand même, j'apprécie le travail de la catcheuse. Plus que le personnage en lui-même, tu vois. Ouais. Je te rejoins sur le fait quand t'as dit le moment où t'as dit que c'est vrai que c'est une bonne actrice et tu vois que elle s'investit toujours à fond dans tout ce qu'on lui a donné. D'ailleurs, je me permets de te couper. Justement, c'est justement ça qu'on attend d'un catcheur. C'est pas juste faire les matchs. Et un catcheur, justement, il doit savoir être capable de jouer n'importe quel rôle, du moins un catcheur d'une compagnie comme la WWE par exemple. Parce que c'est bien beau, on se plaint souvent que tel mérite mieux, on ne donne pas de chance au personnage, on enterre directement parce que c'est un peu différent. Mais il faut laisser quand même le temps aux choses de se faire. Et si le catcheur est capable de carry la gimmick, ça ne peut que marcher. Le meilleur exemple, c'est l'Undertaker. De base, Undertaker, c'est une gimmick de merde. Et on voit ce que le monument que c'est aujourd'hui, par exemple. Ouais. Oui. D'accord, ouais. Alexa Bliss, c'est exactement ça. On peut ne pas forcément apprécier les personnages ou les rivalités ou l'attitude qu'elle dégageait, mais on est obligé de reconnaître que c'est une catcheuse de talent. Elle a beaucoup de talent et tout ce qu'elle a fait, elle a toujours fait bien. Elle a toujours été bien dans son rôle et elle s'est toujours donnée à fond. Et moi, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Alexa Bliss. Et je pense que comme je l'apprécie pour le travail qu'elle a fait, même si j'ai pas toujours kiffé tous ces personnages. Par exemple, moi, dès qu'elle est arrivée avec le film et tout, j'ai toujours eu du mal à accrocher. Je trouvais que j'ai eu du mal. Même si je dois reconnaître que, comme tu l'as dit, hein, elle était bien dans le rôle, j'ai eu du mal. J'apprécie quand même la catcheuse, j'apprécie son travail et j'ai hâte de la revoir. Par contre, je me dis que peut-être dans cette nouvelle ère, elle a peut-être sa place quelque part. Je sais pas où, mais ça reste une catcheuse de talent. Et je suis curieux de la voir sous cette nouvelle ère. Pas toi? Moi, j'ai des doutes sur sa place dans la nouvelle ère. Bon, elle pourra toujours faire la vétérane, mais je trouve qu'elle est vraiment sur la fin de carrière, Alexa Bliss. Donc, je vois pas ce qu'elle pourrait proposer davantage. Moi, je me dis, elle est partie là depuis quelques temps. Si elle revenait avec quelque chose de nouveau, de frais, elle pourrait peut-être avoir encore un dernier bon run, quoi. C'est ce que je me dis. Ouais, à voir. Mais elle revient avec quelque chose de frais et de quelque chose qui la relance, quoi. Si elle revient en mode codesse et tout, oui, ça va durer un mois, ouais, on est content de te revoir et puis on s'en fout, tu vois. Ouais. Allez, suivant. Andrade. Commence. Allez, je me doute déjà de ce que tu vas dire, mais vas-y. Commence. Parce que si je commence, on va dire que je suis rasé. Bon. On va dire que je suis... Donc commence, vas-y. Bon, je vais être rapide. J'aime bien Andrade. Andrade, voilà, c'est un bon catcheur. Il a un bon petit charisme, voilà, belle gueule. C'est Monsieur Charlotte Flair, voilà, beau gosse. Il vit bien, quoi. Il vit. Maintenant, c'est vrai que ça s'arrête qu'au in-ring. Mais d'un autre côté, le mec, il revient de tellement loin aussi. Mais c'est vrai que pour le reste, en ce qui concerne les promos, histoire de hyper les matchs, c'est plus compliqué.
Et c'est vrai qu'à une époque, on pouvait se dire que ouais, Andrade a eu un run de géant à NXT. Déjà, c'est faux. Il a eu une bonne fin de run, parce que la majorité de son run, c'était être un jobber, hein, avant que Zelina Vega le manage. Et en main roster, on avait à peu près les mêmes attentes, genre prochain star latino, futur champion du monde. J'avais déjà des doutes là-dessus. C'est un bon mid-carder, il a une bonne place, il est le champion speed, un pimps de Twitter, voilà. Et voilà, il continue à faire de bons matchs, il est sur une bonne série avec Carmelo actuellement. Mais c'est vrai qu'en promo, c'est compliqué, quoi. Déjà, fais un effort de bien parler anglais, frère, à un moment. Je sais que j'ai spoilé ton truc, mais ouais, c'est dur. Et je pense, et d'ailleurs avec le temps, je me suis rendu compte d'une chose. Le problème, ce n'est pas l'anglais en fait. C'est pas l'anglais en fait le problème dans sa mauvaise promo. Le problème dans sa mauvaise promo, c'est qu'en fait, en promo, il est chiant. C'est tout. C'est un mec chiant. Il brasse du vide. Il dit rien d'intéressant. Même en espagnol, t'as même pas envie de l'écouter. Voilà. Donc ça c'est un défaut, mais sinon ça reste une valeur sur en mid-card, donc petit champion US, je dis pas non, personnellement. Du coup, je te laisse enchaîner avec ton racisme. Voilà. Bon, Andrade, déjà tout premièrement, j'aimerais commencer par dire que je n'ai rien contre la population hispanique. Je n'ai non plus rien contre les personnes qui ont du mal à s'exprimer dans une autre langue que la leur. Je n'ai rien contre ces personnes-là et je les apprécie tout autant que je vous apprécie vous. En fait, mon problème, c'est quand t'es catcheur professionnel à la WWE, la meilleure compagnie du monde de catch, qui se situe aux États-Unis, qui fait ses productions en anglais et et que l'anglais c'est la première langue mondiale et que tu occupes une place importante dans la programmation de cette entreprise et que tu n'es pas fichu de faire une phrase en anglais. C'est ça mon problème. Speak American. Je suis pas raciste quand même. C'est un manque de professionnalisme, Andrade. Ah ouais, ça va loin. C'est un manque total de professionnalisme, monsieur Andrade. Comment il communique avec Charlotte Flair? Il se parle en langue. Ah, Charlotte apprend peut-être l'espagnol en soum-soum, hein. Oh, arrête. Ou bien ils ne se parlent pas du tout, on n'en sait rien, on n'est pas dans leur vie. Arrête, parce que vu son niveau d'anglais, je suis désolé, mais comment ils se parlent? Ils sont mariés depuis des années. Comment ils se parlent? Tu vas pas me dire qu'ils vivent avec un gars qui est là pour traduire tous les jours. Ah, qui sait? Ils sont pétés de thunes. Ils peuvent se le permettre. Enfin, bref. Je veux pas rentrer dans la vie d'Andrade, mais au bout d'un moment, en fait, moi, à partir de ce moment-là, j'ai du mal, quoi. Je vois que même Tozawa, tu vois ses progrès. Tu vois que le gars, il est capable maintenant de t'enchaîner une ou deux phrases. Tu vois même les deux feats Damage Control, là. Et puis, du coup, je vais te rejoindre, c'est vrai, du coup, ce que tu dis, que c'est pas uniquement le fait qu'il parle pas bien anglais. C'est que c'est chiant. C'est exactement ce que tu dis, en vrai, c'est chiant. Parce que je suis en train de me rendre compte que les deux filles de Damage Control, quand elles parlent en japonais, elles mettent un peu de mots en anglais. Je suis intéressé, tu vois. C'est pas des trucs de fou, mais ouais, j'écoute et ouais. Mais Andrade, je m'en fous. Quoi, même quand il parle en espagnol, je m'en fous. Donc, en fait, moi, à partir du moment où tu m'intéresses pas, je m'en fous que tu sois le meilleur catcheur au monde. Je m'en fous. Je trouve que Andrade vole sa place. Il vole sa place. T'es dur. Il y a des plus méritants que lui. Il vole sa place. Il mérite pas d'être là où il est. Il est chiant. Cite-moi une grande rivalité, une bonne rivalité d'Andrade. C'était que des bons. Rey Mysterio. Bonne rivalité d'Andrade. Bon, après je triche, c'est plus une série de matchs qu'il y a eu entre eux, mais voilà, tu comprends l'idée. Tu peux me citer des bons matchs, tu peux me citer 40 bons matchs, mais tu peux me citer une bonne rivalité d'Andrade. Johnny Gargano. Après, je me souviens plus du match que de la rivalité, pour être honnête.
Pareil. Johnny Gargano, on sait tous que sa rivalité, mais non, on se rappelle plus du match en vrai. Parce que punaise. Oui, Andrade. Mais au bout d'un moment, moi, je m'en fous des matchs. Tu vois, j'en ai vu 1000. J'en ai vu 1000. Je m'en fous. Andrade, il vole sa place. Je suis désolé, il vole sa place. C'est juste parce que c'est le mari de Charlotte Flair. Ouais. Du coup, à la AEW, il était comment? Mais à la AEW, tu sais quand il arrive à la... Est-ce qu'il méritait mieux? J'ai eu une petite hype en me disant que oui, non, mais tu sais, c'est la WWE qui le traitait mal. Ils lui ont pas laissé l'opportunité de s'épanouir et de faire des promos en espagnol. Qui se lâche en espagnol, ça sera mieux. Tu trouves qu'il était intéressant à la AEW, toi? Non. Aïe. C'est compliqué, Andrade. Comment on continue encore à dire que ouais, Andrade, gros catcheur, mais pourquoi on dit ça en fait? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui rend Andrade plus intéressant que Orange Cassidy? Oui. Ça sort la grosse comparaison. Ouh là là. Non mais ils sont tous les deux bons dans le ring. En plus, le pire c'est que t'as raison. Hein. Ils sont tous les deux bons dans le ring, mais Orange Cassidy est plus intéressant qu'Andrade. Pourtant, ce gars-là cause quasiment jamais. Oui. Donc, non, ils veulent sa place. Si Orange Cassidy était à la WWE, tu penses qu'il aurait un meilleur spot qu'Andrade aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens qui méritent plus. Et je me demande, en fait, tout ça, c'est politique. C'est politique. Nicolas, il adore. C'est le mec de Charlotte Flair. Voilà, c'est famille de je sais pas quoi, de combien de latinos qui ont catché en slip. Donc voilà, c'est tout. Voilà, Andrade. Je dirais plus rien sur lui. C'est fini. Ah ouais, l'agenda, quoi, Andrade. En tout cas, je retiens. Ah oui, ça pourrait faire un bon clip TikTok, ça. Allez, next. Bon, il y a un autre dont j'imagine que tu vas bien parler au moins. Bon, là j'ai plus compacté ça en groupe. Les Gados del Fantasma, le cartel de Fantasma comme je l'appelle. Allez, vas-y, the floor is yours. Alors eux, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai pas vraiment suivi leur run à NXT et j'avais vraiment hâte que Pablo Escobar, dès qu'il est arrivé dans le roster principal. Santos, faut pas exciter les détracteurs là de racisme. Oh là, je vais les avoir au cul, mon gars. Santos Escobar, excusez-moi. Mais je suis un mec qui confond souvent les prénoms. J'ai aussi du mal avec Stratton, là aussi. Je confonds tout le temps son nom. Enfin bref. J'avais hâte qu'il récupère un petit peu son personnage de heel qu'il avait à NXT, que je suivais un petit peu de loin, qui me semblait intéressant de loin. Je crois qu'il a fait des choses intéressantes à NXT avec ce personnage-là, un petit peu, tu sais, un petit peu mafieux, un peu, tu sais, la familia, un peu. Ouais. J'aime beaucoup. Moi, ça me parle, en fait, ce genre de truc. Après, là, ils ont un peu, ils prennent un petit peu de temps. J'ai toujours confiance parce que je sais que Triple H, il est du genre à prendre son temps avec les factions avant de leur donner leur grand moment. J'espère que leur grand moment va venir et qu'il va aller chercher le titre US à un moment. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme, Santos Escobar, et puis les deux derrière aussi, et Elektra Lopez aussi. Enfin, je trouve que il y a du potentiel, il y a quelque chose en fait. T'en penses quoi, toi? Ben moi aussi j'aime bien les Gados del Fantasma, une bonne gimmick, Santos Escobar un bon leader, il a une bonne gueule, il a la promo, il a le in-ring. Lui c'est vraiment un bon mec de mid-card, même quand il faisait la LWO, je trouvais qu'il était mis en face aussi, mais en heel après c'est vrai que c'est en heel mafieux, c'est vrai que c'est son meilleur rôle. Et j'aime bien aussi des deux Berto je m'en fous un peu, mais Angel lui aussi il a une bonne gueule, même si c'est vrai que son physique est inconstant, mais Angel Garza je trouve quand même dommage qu'il soit juste un homme de main, parce que franchement de base je voyais un beau potentiel pour que ça soit lui en fait le successeur d'Eddie Guerrero.
parce qu'il avait la gueule, il avait également eu un personnage similaire, tu vois. Mais c'est vrai que bon, on n'a pas exploité tout son potentiel, surtout qu'en promo lui aussi il est bon. Donc c'est dommage qu'il soit juste un homme de main. Elektra Lopez aussi, elle est bien. C'est Beyoncé qui a mangé Gilo. J'aime bien le concept, voilà. Mais ouais, hein, les gars d'Autre Fantasma, bon clan, et j'espère juste qu'ils seront mieux mis en avant que ça, quoi, parce que là, ils sont plus niveau lower mid-card, hein. Depuis leur rivalité contre LWO. C'est ça, après je me dis, voilà, leur position à l'instant ne veut pas dire que voilà ils seront que là. J'espère qu'ils auront mieux que ça, mais c'est vrai que pour l'instant ils ont pas grand chose à manger. Hein. Ouais. Oula, on n'est même pas à la moitié, on a déjà fait une demi-heure, c'est fort, hein. Waouh. On avait beaucoup de choses à dire. Bon, passons. Allez, Street Profit. Ben, bonne équipe, hein, superbe équipe, bien divertissante, deux individualités qui se complètent, voilà. Après, Bifab, elle sert un peu à rien, quoi. C'est dommage. Et si je peux te couper 2 secondes avec Bifab, Bifab, c'est juste parce que à la base il devait créer un groupe en fait. Donc ouais. Non, à la base il y avait Bobby Lashley, et je pense qu'il devait peut-être avoir Carmelo Hayes ou quelqu'un d'autre qui devait, ça devait former une faction en fait. Donc elle est toujours là, elle attend quoi. Ouais, même la faction un bel échec aussi, hein, c'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est vraiment terrible. D'ailleurs, Bobby Lashley, ils sont déjà mieux relevés, quoi. Ouais. Et sinon, pour revenir à Street Profit, voilà, une bonne équipe qui arrive à être pertinente et qui est bien établie. Aujourd'hui, j'ai déjà dit à WrestleMania, mais faudrait laisser tomber l'idée de les séparer, quoi. Ils sont bien en équipe et je pense que même là, il est un peu tard. Et je suis d'avis, en fait, que ces deux individualités qui se complètent. Genre, si on les sépare et qu'il reste juste des catcheurs individuels, ils sont morts. Angelo Dawkins, déjà, c'est mort. Montez Ford, ça va prendre un petit temps, mais après, ça va vite retomber. Donc, c'est bien tels qu'ils sont. Juste, j'espère qu'un jour, ils pourront retoucher l'or par équipe, quand même. Alors, moi, les Street Profit, ouais, j'aime beaucoup, hein. Ils font du bon boulot. Je vais pas revenir sur tout ce que tu as dit pour gagner un petit peu de temps. Je vais directement rebondir sur le fait de parler de leur potentielle séparation. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que, bon, les séparer, il y avait eu un moment où on s'en parlait un peu. Bon, là, maintenant, ça me semble un peu, ils sont bien ensemble, je suis d'accord avec toi. Même si leur séparation, pour moi, pourrait fonctionner que dans un seul scénario. Ce serait dans un scénario où Dawkins se blesse. Ouais. Si Dawkins se blesse, ça sera la chance pour Mountain Sport, ça sera le moment pour le... Voilà, je pense que c'est le seul moment où il pourrait essayer de montrer vraiment ce qu'il faut. Sinon, autant qu'ils restent ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ben, suivant, Apollo Crews. Vas-y. Et je souffle, j'ai rien à dire sur ce gars. J'ai rien à dire sur ce gars, pourtant j'aime beaucoup ce gars. C'est ça c'est dommage. Ah bon? J'aime beaucoup ce gars. Moi je l'aime bien. Je trouve qu'il a du talent. Il manque un peu de charisme peut-être dans les promos. Juste un peu? Il avait un accent. Enfin, il y a 2 ans, il avait un accent, quoi, tu vois? Ouais. Il avait un accent, il parlait nigérien. On lui a donné l'opportunité de montrer j'ai trouvé qu'ils s'étaient plutôt pas mal débrouillés. C'était pas ouf ce qu'ils lui ont donné. Mais il a donné tout ce qu'il avait dedans. Et c'est pour ça que je l'aime bien, en fait. Et tu vois, là, ça revient un peu sur c'est un peu la même chose que j'ai dit avec Sabus, même si là, voilà, les échelles sont différentes. Apollo Crews, j'aime bien le catcheur. Je vois il essaye avec le peu qu'il a, mais est-ce qu'ils ont vraiment essayé avec lui? Ils ont jamais vraiment essayé avec lui. Le truc du Nigérian, là, c'était de la merde, je suis désolé. Moi, j'aimais pas, hein. Mais pourtant, il a donné tout ce qu'il avait, hein. Enfin bref, Apollo Crews, rien de particulier. J'ai rien à dire sur lui et je trouve ça bien dommage. Bon, ben, pareil pour Apollo Crews, hein. Globalement, je l'ai trouvé aux F au possible, hein.
C'était vraiment, je m'en foutais clairement. Bon, après, le mec est talentueux sur le ring, là n'est pas la question, mais ouais, le personnage en lui-même n'était pas intéressant. Et justement, je vais revenir sur son personnage de royauté nigériane. Moi, je trouvais que c'est son prime. J'aimais bien. Mais oui, c'est ce que je dis. Ça avait. Il a donné tout ce qu'il avait dans ce personnage. Moi, j'aimais pas trop. Je trouvais qu'il pouvait lui donner mieux que ça. Mais c'était bien ce qu'il avait fait, lui. Je trouve, oui. Non, mais c'était vraiment bien. Après, c'est juste l'accent qui était de trop, mais sinon, globalement, c'était une bonne gimmick, quoi, que tu pouvais faire tenir sur la durée, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Il n'a pas été utilisé à bon escient. Du coup, il a dû redescendre à NXT et revenir au main roster et ne servir à rien. Du jour au lendemain, il est devenu nigérien, il a commencé à avoir un accent et tout. Enfin, là, c'était mal parti, hein, ouais. Pour moi. Si c'était mieux fait, peut-être, tu vois, mais là, franchement, du jour au lendemain, il s'est réveillé, ouais, je suis nigérien, il commence à se balader avec des pics, des machins, non. Mais pourtant, ce qu'il a fait, moi, j'ai bien aimé. Je me suis dit, bon, quand même, il a du talent, au micro, il sait parler, il a de l'attitude, et puis, il commençait à gagner des matchs et tout. Voilà, quoi, je me suis investi. Je me suis dit, j'espère que ça va aboutir sur quelque chose, au final, non. Il a en plus été champion intercontinental dans le Nigeria Drum Fight, là, qui m'a déçu, personnellement, voilà. Déçu, très déçu, moi aussi. C'est vrai qu'une fois que c'était lancé, j'espérais que ça allait fonctionner, hein, mais franchement, vu que ça avait commencé, je me doutais que ça fonctionnerait pas. Bon, bref, on va pas prendre plus de temps, hein, on en a déjà assez pris pour Andrade. Allez, suivant. Asuka. Asuka. L'une de mes catcheuses préférées. Top 5 facilement et je pense pas 5e. Asuka, vraiment catcheuse talentueuse. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui s'est adapté rapidement au secteur mainstream quand même. Par rapport à ses compatriotes japonaises. La streak, c'était le feu. À NXT, c'était le feu. Bon, la fin de sa streak contre Charlotte, il est temps que quelqu'un le dise, c'est pas un scandale. Il fallait bien qu'elle perde un jour, et Charlotte, désolé, mais c'était la bonne personne pour la battre. C'est juste l'après où c'était, voilà, quoi. Bientôt, il va falloir qu'on commence à enregistrer ces trucs-là en se filmant, parce que ma tête est importante, là. La tête que je fais est très importante pour le contexte. Je pense que ce qui se lit sur ton visage, ça en dira beaucoup, effectivement. Je te laisse finir sur Asuka. Et sinon, Asuka, globalement, elle a plutôt un bon run dans le main roster. Elle a une bonne place, parmi les gros noms, voilà. Elle a fait des bonnes choses, elle a fait des trucs moins bien, effectivement. C'est vrai que ses runs de championne solo, c'était pas la joie. Même si je trouve que son dernier run de championne, c'est le meilleur run de championne solo qu'elle a eu dans sa carrière dans le main roster. Voilà, c'est ça au moins c'est dit. Et très divertissante, personnage très divertissant, voilà. Mais maintenant, ce qui m'a le moins plu, c'est quand elle a commencé à avoir son perso de Bozo le clown, qui, avec son maquillage, qui est stylé, hein, je dis pas le contraire, mais le personnage était carrément ridicule, c'était devenu une parodie d'elle-même, elle s'amuse à jouer avec le liquide vaisselle, elle fait des vignettes japonaises sous-titrées, bon, flemme, quoi. C'est vrai que là, Asuka, c'est clairement, on sent que le prime est passé. Mais sinon, oui, Asuka, vraiment, c'est vraiment quelqu'un, et avec sa petite chaîne YouTube aussi, bravo à elle. Donc, voilà, je te laisse donner tes impressions, comme ça, au moins, on pourra discuter. Du coup, à toi, Pépé Foot. Alors, Asuka, j'aimerais déjà commencer par dire que c'est ma catcheuse préférée. Bon, un peu moins maintenant, qu'elle est un petit peu plus sur le côté. Mais ces dernières années, en tout cas, moi, j'ai toujours été à fond sur Asuka et tout. Ta catcheuse préférée de tous les temps ou bien pendant une période? Pendant ces dernières années, on va dire, c'est sur ces 7-8 dernières années, c'est Asuka ma catcheuse préférée. D'accord.
Donc, ouais, je suis à fond. Donc, je te rejoins pas du tout, mais alors là, pas du tout. C'est un scandale que tu dises Oh. que ce n'est pas un scandale que la streak de Asuka ait pris fin à WrestleMania contre Charlotte Flair. Que tu dises ça, non seulement ça me brise le cœur, ça me brise le cœur, parce que je sais que t'es un connaisseur, Oh. que t'es un puriste, comme on dit dans le jargon. T'es un puriste. Mais Tu viens non. de dire que c'était pas un scandale. Mais si, Mais c'était un non. scandale. C'est scandaleux. C'était scandaleux. Bah, le fait qu'elle perde par soumission, effectivement, ça, c'était assez étonnant, mais En sinon, la plus, défaite, globalement, voilà, c'est pas dramatique. Tu voulais qu'elle perde contre qui? non, mais ça, en quoi? Heureusement que derrière, Asuka est tellement talentueuse qu'elle a quand même réussi à, voilà, à quand même avoir quand même derrière ça une petite carrière. Et sa carrière aurait pas été la même, je pense, si elle avait battu Charlotte Flair ce soir-là. Mais la carrière de Charlotte Flair aurait été la même si elle avait perdu contre Asuka. Ça aurait rien changé pour elle. Ça aurait rien changé pour elle. Si Asuka avait battu Charlotte Flair, ça aurait été tellement le feu. Ça aurait changé quelque chose dans le paysage du catch féminin de l'époque, je pense. Mais non, ils ont pas voulu. C'est Charlotte Flair, la boss. Bon, j'ai des doutes, hein, personnellement. Moi, je pense que oui. Attends, Asuka, à ce moment-là, c'était le feu. T'as oublié déjà? Non, j'ai pas oublié, mais... Tout le monde était quasiment sûr qu'elle allait gagner, je pense. Ouais. Moi, j'étais sûr qu'elle allait gagner. C'était le feu. Asuka, c'était la streak. On se disait, tu vois, parce que il y a eu quelques petites streaks depuis, mais après la streak de l'Undertaker, il n'y avait pas eu non plus beaucoup d'autres streaks, hein. Je pense que Asuka, d'ailleurs, c'est elle qui a la plus longue streak de l'histoire du catch mainstream, hein. C'est déjà un bel accomplissement. Bah oui, mais justement, il n'y avait pas eu d'autres. C'était encore quelque chose. Il y avait encore, en fait, je trouve que la streak d'Asuka n'a pas été assez utilisée dans le main roster. Il n'a pas du tout, quasiment pas été utilisé dans le main roster. Sa streak, c'est à NXT, en fait, que ça s'est fait. En vrai, si on regarde bien, la majeure partie de sa streak, c'était quand elle était à NXT. Elle arrive dans le main roster, très peu de temps après, elle perd contre Charlotte Flair à WrestleMania. Bon, fait quand même un bon petit bonhomme de chemin pendant plusieurs mois, quand même, avant de perdre contre Charlotte. Bah, c'est combien? Elle fait quelques mois, elle fait quoi? 8 mois? Et elle perd. Une streak de 8 mois, c'est pas, enfin, on a déjà vu ça, hein. On a déjà vu ça, je crois. Ouais, mais la streak... C'est pas très impressionnant, je trouve. Ouais, mais Asuka, sa streak, quand même, a été canonisée au main roster, sa streak depuis NXT. Mais on l'a pas vu. On l'a pas vu, sa streak, et c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi bien considérée. Si on l'avait vraiment vue comme on l'a vue à NXT, ça aurait été différent, je t'assure. Et moi, bon, t'es pas persuadé, mais moi, je suis sûr que ça aurait été différent. Mais j'ai pas de regret parce que finalement, elle a quand même eu des titres. Elle a eu un bon run, comme tu l'as dit là, sur son dernier run en tant que championne. Même si là, dernièrement, bon, on sent qu'elle est un petit peu, voilà, elle est un peu sur la fin. Mais respect quand même pour sa carrière et respect à elle pour tout ce qu'elle a fait pour le catch féminin. C'est ça. Non, mais Asuka, vraiment, c'est vraiment un monument du catch féminin. Là, c'est indéniable, clairement. Allez, au suivant. Et justement, ça va te plaire, je vais te le laisser. Austin Theory. Austin Theory. Alors, mon avis change constamment sur ce monsieur. Ça commence mal. Non, mon avis change constamment parce qu'il y a des moments où je trouve qu'il est surcoté, après je me dis qu'il est sous-coté, après je me dis que vas-y, il m'intéresse pas. Et là, en ce moment, je sais pas trop sur quel pied danser avec lui, je te cache pas. On nous l'a très vite présenté comme étant, voilà, l'avenir, la star, le futur. Ils se sont emmêlés les pinceaux, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils se sont rendus compte que c'était trop tôt et ils savaient plus quoi faire. Ils ont dû faire un pas en arrière avec Austin Theory en le mettant dans des spots
qui vont un peu plus avec, je dirais, son expérience, son âge dans le catch. Non, mais t'es mal la gueule du pas en arrière, quoi. Mais oui, mais c'est comme ça qu'ils auraient dû commencer avec lui à la base. J'ai déjà des flashbacks du fail du cash-in sur le titre des États-Unis alors que c'était un Open Challenge. Non, Aïe, aïe, aïe. mais ils étaient bloqués avec Austin Theory. Il y a eu des mauvais choix qui ont été pris. Ils l'ont lancé trop tôt dans la nature. Il était clairement pas prêt. Mais bien sûr qu'il a du talent. Bien sûr qu'il a quelque chose. Il faut juste lui laisser du temps. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils ont fait un pas en arrière, un gros pas en arrière. Mais je pense que c'était la bonne décision à prendre. Et maintenant qu'il est dans le spot dans lequel il est, je l'apprécie davantage. Voilà. Ah oui, c'est plus de la pitié que tu ressens en fait pour Theory. C'est de la pitié là. Non, c'est pas de la pitié. C'est juste que je trouve qu'on l'a mis trop tôt au mauvais endroit et c'était pas lui rendre service. C'était pas lui rendre service. Il y avait trop d'attentes sur ses épaules. Et voilà, il n'était pas encore à au niveau où on voulait nous faire croire qu'il est. Pourtant, c'est quelqu'un qui a du talent. Il a un bel avenir devant lui. Il faut juste prendre le temps avec lui, exactement comme ils font avec Dominique. Ils ont à peu près le même âge. T'as vu Dominique, ils prennent le temps. Ils l'ont pas lancé directement dans le titre, dans la course au championnat du monde. Dominique, ils prennent grave le temps avec lui. Ils devraient faire la même chose avec Austin Theory. Et je suis totalement d'accord qu'il soit sur ces petites storylines un peu plus secondaires, qui prennent le temps vraiment de développer son personnage. Je suis dans le train. Je t'écoute. Ben, pour être rapide, Austin Theory, ça a toujours été Osef, hein. Je l'ai toujours trouvé surcoté, je ne comprenais pas la hype qu'il y avait autour de lui au début. L'histoire avec les Saifi et Vince, c'était marrant vite fait, quoi, mais c'est tout. Et bon, la catastrophe du Money in the Bank, c'est plus par rapport au concept du Money in the Bank que j'ai de la peine, et plus que pour Austin Theory, je me suis rendu compte avec le temps, parce que je pensais que bon, ouais, Austin Theory, pauvre de lui, en fait, c'est plus pauvre mallette, quoi. Terrible, hein, de finir comme ça. Au pire, si il devait faire son cash-in, il fallait qu'il se fasse massacrer par Roman Reigns, voilà. Le mec, il était déjà défini comme un personnage un peu neuneux, donc bon, qu'il échoue contre Roman Reigns, ça n'a rien de scandaleux. Maintenant, vouloir faire des pas en arrière, bon, ils ont quand même essayé de le mettre dans une grosse position, parce que je ne comprends pas comment tu peux essayer de le mettre en top mid-carder et essayer de le faire, enfin essayer. Il a quand même battu John Cena, tout ça pour ne rien faire derrière. Moi, je dis que c'est pas juste un problème de booking, c'est juste que voilà, le mec n'est pas si bon que ça, quoi. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, il faut prendre son temps, voilà. C'est trop tôt pour lui faire battre des John Cena, en fait. Ouais, c'était désastreux, ça. C'est trop tôt, justement. Là, je trouve que c'était les mauvais choix. Je trouve que là, il est dans un meilleur spot depuis qu'il est avec Grayson Waller. Ouais, je suis d'accord avec toi, il est à sa place. Là, il est à sa place. Mais le faire battre John Cena, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et en plus, on sait très bien que maintenant, battre John Cena, ça va pas forcément aider ta carrière. Ça ne veut même plus rien dire aujourd'hui. Comme quoi, Cena avait raison de ne pas se coucher pour les gens. Hein. Donc, battre John Cena, ça peut plus endommager ta carrière qu'autre chose. Donc, regarde Solo Sikoa, ça l'a jamais aidé de battre John Cena. Clairement. Hein. Donc, non, ils ont fait des erreurs avec lui. Et je suis content qu'ils s'en rendent compte. En fait, à chaque fois qu'ils lui ont donné un spot, ils ont vu que ça marchait pas, ils lui ont donné le spot en dessous. Ils ont vu que ça marchait pas, ils lui ont donné le spot en dessous. Ils ont vu que ça marchait pas, et là, il est enfin dans le bon spot, je trouve. Ouais. Là-dessus, on est d'accord. Allez, enfin les B, ça fait 45 minutes, mais bon, allez, on y va. Waouh, on n'aura jamais le temps de finir. Là, il sent qu'il faudra faire une autre partie, hein, si c'est trop long. Bref, Baron Corbin. Baron Corbin, j'aime bien Baron Corbin, il avait un bon personnage de heel, le Lone Wolf c'était clairement son prime. On l'a positionné dans des trucs vraiment pas bons, quoi, dans des trucs de merde, clairement. Avec le Constable Corbin, ça c'est vraiment le pire truc, quoi.
les pires trucs qui sont arrivés, l'un des pires trucs des années 2018, 2019, 2020 même. Et le roi Caillou, ben ça aurait pu être bien, mais voilà, programme de merde aussi. Après ces dernières gimmicks, genre Sad Corbin, Happy Corbin, je trouvais que c'était plutôt sympa, c'était plutôt cool. Et c'était plutôt marrant Happy Corbin, mais c'est vrai aussi que là, il était mis dans des programmes à rallonge, bon voilà. Et tellement les mecs ne savaient plus quoi faire avec lui, on l'a remis à NXT, rétrogradation. NXT c'est carrément devenu la poubelle des jobbers dont tu ne sais plus quoi faire, c'est terrible. Plutôt qu'un centre de développement pour le futur. Et maintenant il revient, ben il continue à servir à rien quoi. Ça a servi hein NXT. Ça a bien développé Baron Corbin. Parce que là il est complètement vide de personnage aujourd'hui. Par contre il était avec Apollo là. Ouais, flemme. Les Carvariens on les fout ensemble et puis on aurait même pu faire un truc à deux pour eux franchement. C'est ça. Non mais par contre Corbin, je l'apprécie davantage. Tu sais, c'est un peu le même combat. Tu vois que le gars, bon, tu vois, il est pas mauvais. On lui a donné que des trucs de merde depuis des années. Enfin, il a fait avec ce qu'il avait. Hein. Ouais. Moi, j'ai rien contre Baron Corbin. Je trouve aussi qu'il a du talent. Et de toute façon, je pense que ça a toujours été un bon soldat. Voilà, il a toujours essayé de se démerder avec ce qu'on lui a donné. Et c'est pour ça qu'il a encore la WWE aujourd'hui. C'est ça. Par contre, chef, faut mettre un haut, là, c'est plus possible, hein. Visuellement, c'est pas beau, hein. Les filles, c'est pas beau, là. Faut catcher en t-shirt, monsieur, là. Parce que là, ouais. Je suis gêné quand je vois catcher torse nu. Il est pas, sa shape, elle est pas ouf. Ouais. En fait, c'est bon. Est-ce que c'est une shape de merde? Je ne sais pas, mais c'est juste qu'il n'est pas agréable à regarder, quoi. Voilà. Ah, ça peut être une shape on peut dire que c'est une shape de merde par rapport aux autres catcheurs. Ouais, body shaming. Ben non, il faut dire la vérité à un moment. On peut dire par rapport, si on compare, par rapport à lui, par exemple, c'est de la merde. Bah oui. C'est objectif. Bah oui, à un moment, faut dire la vérité, hein. On va dire que le catch, c'est pas un truc esthétique, ben si, un peu quand même, hein. Si, le look, c'est très important, attends. T'imagines Roman Reigns avec la tête de James Ellsworth? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Ce sera pas mon chef de à ce moment-là. Bon, on va avancer. Sinon, là, on risque de tergiverser encore, là. Allez, Bayley, je te laisse la parole. Bayley. En fait, Bayley, c'est une catcheuse. En fait, je m'en fiche de Bayley, moi. Je te cache pas que... Ah oui, carrément. Beaucoup de gens apprécient Bayley et tout, ouais, je peux comprendre pourquoi, ouais, je m'en fiche de Bayley. Clairement, elle a eu sa carrière, je la trouve inintéressante, je suis désolé, je sais qu'elle a eu des gros matchs et tout, mais, enfin, je sais pas, j'ai jamais été investi derrière elle, même si là, bon, son dernier run quand elle a gagné le Royal Rumble, je trouvais que c'était plus ou moins mérité. Mais puis derrière, bon, voilà, je me suis tout de suite fait chier dès qu'elle avait la ceinture. J'avais vite hâte qu'elle la perde et ce qui s'est passé. Donc, ouais, je sais pas, si t'as des trucs à dire sur Bayley, je te laisse y aller. J'ai pas envie de perdre du temps sur elle parce que je l'apprécie pas forcément. Ben, ça tombe bien parce que moi non plus, j'aime pas Bayley. Voilà. J'ai jamais accroché au personnage, j'ai jamais accroché à son catch. Les histoires où il y avait potentiel d'être intéressant, bah au final, c'était pas terrible. Et son prime, je trouve que son prime, c'était lorsqu'elle était associée à Sasha, hein, pendant le confinement. Ben, après, c'est tout, hein. Rôle modèle avec Sasha Banks, mais ça s'arrête là. Damage Control, je vais le dire déjà, c'était nul, clairement. Le clan, c'est vraiment pas terrible, en soi. Mais... je trouve que c'est pas Bayley la plus intéressante du Damage Control. Bref. Moi, j'étais plus derrière Io Sky. Moi, c'était elle qui m'impressionnait le plus. Ah, Io Sky, ça tombe bien, je vais y revenir. Mais c'est vrai que Bayley, ouais, y a pas grand intérêt, hein. Elle nous a fait perdre du temps avec son règne de championne féminine. D'ailleurs, il faudrait qu'on dénonce des choses par rapport à cette division féminine. On va en profiter même pendant ce podcast. Du coup, Bianca Belair
Ah, voilà quelqu'un. Bianca Belair, vraiment gros talent, bon physique, bon personnage, bonne en promo, contrairement à ce que certaines personnes disent, parce que bon, elle a réussi. Elle réussit l'exploit d'avoir plusieurs variétés, je sais plus. Bref, elle arrive à varier dans ses promos, à proposer différentes facettes de son personnage. Les promos, c'est pas seulement parler dans un micro, s'adresser à l'audience, c'est aussi savoir jouer un rôle, savoir jouer, avoir une expression, pouvoir dégager quelque chose. Et en l'occurrence, Bianca Belair réussit à le faire en fonction des programmes qu'elle a. Le plus long règne de l'ère moderne, c'est mérité, même si, bon, l'ère moderne, c'est un peu faux, hein, si on parle du 21e siècle. Mais sinon, Bianca Belair, c'est clairement la top face de la division féminine de la WWE, hein. Et je dirais même un truc, Bianca Belair éclate Rhea Ripley dans pratiquement tous les domaines. Là, au moins, vous l'aurez entendu ici, c'est Lunatic Enigma qui l'aura dit en premier. Donc, je te laisse enchaîner, histoire qu'on en discute, voilà. Alors, ouais, Bianca Belair, bon, on va pas trop épiloguer, hein, on sait tous, aujourd'hui c'est la top face, là, je pense même la meilleure catcheuse disponible pour la WWE aujourd'hui. Ouais. Quand tu dois faire ton équipe quand tu dois faire ton équipe avec toutes tes catcheuses que t'as, bah, c'est Bianca Belair, c'est la première que tu choisis. Si tu la choisis pas en première, t'es fou. Et tu ne comprends pas le catch. Je comprends pas sa carrière, parce que j'ai l'impression qu'elle a déjà tout gagné, qu'elle a déjà tout accompli, alors que j'ai l'impression qu'elle est jeune, non? Enfin, elle a 35 ans. Ouais. Elle a déjà tout gagné, tout accompli, c'est mérité, elle a tout. Elle est belle, elle est trop belle, elle est super belle. En plus de ça. Ah oui, vraiment, elle est belle x3, quoi. Elle est musclée, elle a l'attitude, elle a la promo, elle a visuellement ça match. Ouais. J'imagine, tu vois, visuellement ça match, son esthétique, ce qu'elle présente, sa manière sa tresse, en fait, son truc avec le bisou, en fait, il y a tout qui fonctionne. Ouais, quand tu la vois clairement, tu vois le catch, tu vois une star, là. Voilà, il y a tout qui fonctionne chez Bianca Belair, c'est le personnage féminin numéro 1 de la WWE, il n'y a rien à dire. Et quand tu dis avec Rhea Ripley, enfin, je pensais même pas qu'il y avait un débat, si, il y en a un, franchement. Il y a des débats qui disent que Rhea Ripley est meilleure que Bianca Belair, en tout cas, il y a différents camps, hein. Bon. Ouais, attends, on regarde pas le catch avec les mêmes yeux, hein. Non, mais quand je dis souvent que les gens ne comprennent pas ce qu'ils regardent, c'est une réalité, hein. Ils sont fous. Ils sont fous. Attends, Rhea Ripley s'est révélée avec le Judgment Day, hein. C'est ça. Avant ça, elle avait beaucoup de mal, hein. Elle avait beaucoup de mal avant ça. Bianca Belair, dès qu'elle est arrivée, elle a cartonné direct. Bon, direct, il lui a quand même fallu attendre plusieurs mois, hein. Oui, mais... parce que à ses débuts à Raw, elle était portée disparue et c'est à SmackDown qu'elle a commencé à exploser, hein. Oui, je veux dire, une fois qu'elle était lancée, elle était lancée. Ouais. Au début, c'est vrai qu'elle avait pas vraiment de spot. Bon, ça, c'est souvent le cas pour certains catcheurs, certaines catcheuses qui arrivent dans le roster principal. Ils ont pas de spot pendant plusieurs mois. Mais dès qu'elle a été lancée, elle a été lancée. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas de moment où je ressens un coup de mou ou un coup de, oh, elle est où, Bianca Belair? Je sais pas où elle est. Enfin, je me rappelle d'elle tout le temps, en fait. Je la vois tout le temps. Vu qu'elle est là, j'ai l'impression. Ouais. Donc, non, pour moi, elle est largement au-dessus, hein. Bianca Belair est largement Rhea Ripley. Ouais, clairement. Même pas de débat. Jet Cargill, tout ça, n'en parlons même pas. Ça ne devrait même pas exister, ce genre de débat. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour dénoncer un truc. Le H, c'est quoi ton problème avec Bianca Belair? Parce que, c'est quoi son problème avec SmackDown en général? Parce que, waouh, le main event de SmackDown là, c'est le désert, hein, du moins sur la title picture. Parce que, imagine tu as Bianca Belair dans ton roster et que ses principaux programmes, c'est de traîner dans les couloirs et à être bloqué dans la division par équipe. Comment tu réagirais, toi?
c'est chiant. C'est hyper chiant, en fait, de devoir garder toujours les grosses rivalités pour plus tard. Ils font exactement comme ils avaient fait l'année dernière avec Rhea Ripley et Becky Lynch, c'est-à-dire les garder séparés. Là, tu vois qu'ils enchaînent les challengeuses un petit peu de second rang pour garder Bianca Belair hors de la title picture, Jade Cargill hors de la title picture, Terrible. pour les garder pour un peu plus tard dans l'année pour Survivor Series, le Royal Rumble ou WrestleMania. Mais pendant ce temps-là, on se fait chier en fait. C'est ça. Et en plus, le fait de lancer les trucs à l'instant T, même pour les pay-per-view mineurs, ça donnerait de l'intérêt dans les programmes. Et les règnes seraient plus intéressants parce que on pourrait avoir plus de doutes. Bayley, son règne aurait été plus digeste dans ce cas-là. Imagine Bayley contre Bianca Belair, surtout avec l'histoire entre les deux, et surtout qu'il y a une logique là-dedans. Ça aurait pu être quelque chose de grand quand même, un truc dans lequel nous serions investis. Et il y a même pas besoin de face ou de heel, juste partir du principe qu'elles ne s'aiment pas. Quand même, si tu as le visage de la division féminine devant les mains et tu la bloques dans la mid-card et pire dans la division par équipe féminine, qui est totalement aux F au possible, où il n'y a pas d'effort de construction. Enfin si, il y en a quand même un peu ces derniers temps, je suis dur. Mais quand même, quoi. Voilà, c'est chiant ça de devoir toujours patienter comme ça. C'est le syndrome des storylines, des longs storylines. Bon, ça c'est un autre sujet, ce qu'on retrouvera plus avec Cody. Mais se taper toujours des vieilles rivalités pour attendre, voilà quoi. C'est pour ça qu'on n'aime pas Bayley. Voilà. Exactement. On lui a donné la ceinture. Je suis désolé, on lui a donné la ceinture. On s'est tous dit oui, on va lui laisser sa chance. Et regardez le règne qu'elle a eu. C'était médiocre. Franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on ait Bayley versus Piper Niven, ne reste pas elle, mais quand même, c'est pas ça qui va nous intéresser ou qui va nous dire que ce match-là faut regarder ou cette rivalité faut la suivre de près. Est-ce qu'il y a même une feud? Je ne sais même pas. C'est compliqué le main event féminin à côté SmackDown. Hein. Ouais. En tout cas, j'espère que ça va s'améliorer. Allez, next, Biggie. Je te laisse commencer. Biggie RIP. Ah ouais, RIP. Hein. On aime beaucoup Biggie. Après moi, j'ai peut-être un peu moins d'affection pour Biggie parce que quand il a débuté, c'est la période où moi je regardais plus. Après, je l'ai découvert directement avec le New Day. J'ai bien aimé la période où il a gagné la mallette. Après, il a gagné la ceinture, la ceinture de la WWE. Bon, maintenant, ça fait quelques années qu'il est blessé et c'était même pas sûr qu'il revienne. Mais je l'apprécie sans plus. J'espère quand même qu'on le reverra, même si j'ai des gros doutes. Ah, Biggie, j'aime beaucoup, vraiment très sympa, un bon gros bébé, j'aime beaucoup. C'est mon préféré du New Day, en plus, le mec il arrive à être sérieux quand il veut, c'est pas juste un personnage goofy. Et franchement, Biggie, c'est pareil, hein, je l'ai découvert pratiquement dans le New Day. Et à partir du moment où le New Day est parti dans un délire coloré, c'est là où j'ai apprécié le personnage. Voilà. Après, il a eu au moins l'occasion d'être champion du monde, toucher un peu à la scène du main event de Raw, je suis content pour lui. Même si son règne est plus ou moins controversé par pas mal de monde, voilà, aux yeux de pas mal de monde. Mais voilà, et c'est vrai que c'est dommage qu'il ait une fin de carrière dramatique, on va dire. Et c'est vrai que il y a des doutes et je pars du principe qu'il ne reviendra jamais sur le ring, quoi. Après, tant qu'il est en meilleure santé, tant qu'il va bien, ça va. Maintenant, je préfère avoir en bonne santé plutôt que de catcher en étant complètement handicapé et faisant de la peine à voir, quoi. Non, tant qu'il est en bonne santé, qu'il est heureux dans sa vie, voilà, c'est bon. On n'a pas besoin que Biggie voilà, le catch n'a pas besoin que Biggie remette ses bottes. Genre, ça va, on peut s'en sortir sans lui. Si lui, il est en bonne santé comme ça. Ouais.
Je me faisais d'ailleurs un des rares dream match Biggie comme contre Gunther. Bon, ça n'arrivera jamais, c'est dommage, mais bon. Tant que Biggie est bien, c'est l'essentiel. Surtout qu'il a trouvé une femme dans sa vie, donc il est heureux, c'est super, quoi. Avec avec la petite de Mia Yim, voilà. Bien joué. C'est là? C'est la petite sœur de Michin. Ah, ouais, je me disais bien qu'il y avait une petite ressemblance, ouais. Ouais, je voyais je voyais leurs photos sur Instagram, je trouvais qu'ils étaient mignons. Hein. Oh, vraiment mignon. Allez, next, Blair Davenport, ça va être rapide. Osef, je connais pas plus que ça, donc voilà. Osef, je connais pas plus que ça, on passe. Braun Strowman. Je te laisse commencer. Ah oui, là tu prépares vraiment l'artillerie, hein. Bon, Braun... Non, commencer, Ah, ok. Tranquille. Bon, je vais être honnête, j'ai jamais aimé Braun Strowman. Sur le catch, il est bon, hein, là n'est pas le souci, mais c'est juste par rapport au personnage, voilà, gros buff. En fait, c'est pendant toute sa carrière, c'est le syndrome de toute sa carrière, le mec qui se met en mode que ouais, je suis en mode destructeur, etc. Mais que ça soit dans la parole ou même dans les faits concrets, ben il n'est pas crédible, quoi. J'ai encore des flashbacks du Vietnam où il fuit face à un Undertaker en fin de vie. Soyons sérieux, quand même. Et en plus, le mec il est en mode que ouais, je soulève les camions, ouais, je soulève les estrades, je soulève le ring, je soulève l'arène. Je fais passer des gens à travers le ring, à travers le sol, mais à la fin, tu ne gagnes rien de concret, donc ça sert à rien en fait. Donc déjà là, j'avais pas d'investissement envers lui. Donc voilà, même quand déjà quand il a gagné le titre universel, je pense que plus personne n'en avait rien à foutre. Et le fait qu'il soit revenu, ben ça ne fait ni chaud ni froid, quoi. C'est juste un géant mid-card et il est à sa place. Alors Braun Strowman, moi si je dois parler sur lui, je dirais qu'ils ont raté le train avec lui. Voilà, tout simplement. Le Strowman Express, chou-chou. Ils ont raté, ouais, voilà, le Strowman Express, ouais, non, ils l'ont créé en retard. Ils ont raté le train avec lui. Il y avait un moment où on était tous prêts à le voir champion. Je pense qu'on se rappelle tous de ce moment. Il y a un match où il devait gagner et peut-être, vu que tout le monde voulait qu'il gagne, peut-être, je dis pas qu'il aurait été, mais peut-être que ça aurait été mieux que ce qu'ils nous ont proposé ensuite à WrestleMania. Tu parles de quel match Tu parles de quel match le match à No Mercy ou à Clown Jewel? Je parle du match, je sais plus c'était lequel pay-per-view, mais je parle de quand Reigns a dû drop la ceinture. Ouais. Parce que il avait annoncé sa leucémie. Ouais. Ensuite, il y a un match entre Strowman et Brock Lesnar. C'est là que tout le monde voulait qu'il gagne. Ouais, c'est Clown Jewel. Ok. Ce match-là, je savais même plus c'était quel PPV, mais je me rappelle juste du timing. C'est là qu'il devait gagner. Tout le monde voulait qu'il... Personne voulait de Brock Lesnar. Personne. Bah oui, on en avait marre. On en avait tous marre. Ils ont raté le train avec lui et puis basta. Enfin, après, là, à partir de ce moment-là, c'est bon, on s'en fout. Il a jamais rien gagné. Il y a eu un moment où il y avait un petit peu de réaction. Il y avait pas mal de réactions. Il faisait des spots de fou. Bon, même si je trouve ça un peu ridicule. Ça fonctionnait avec le grand public. Ça fonctionnait, je trouvais. Ouais, je dis pas le contraire, hein. Ouais, ça fonctionnait avec le grand public. Donc, c'était peut-être le moment, là, de le lancer dans quelque chose de concret, de le faire gagner quelque chose. Et de montrer que, ouais, il est dans la cour des... Mais, au final, oui, tu soulèves des camions, voilà, tu détruis des écrans. Mais au final, tu gagnes rien. Quand il faut gagner quelque chose, tu perds. Le plus grand fait d'armes, c'est d'avoir gagné les championnats par équipe avec un gosse de 10 ans, quoi. Soyons sérieux. En plus, attends, il a pas été Mr. Money in the Bank, lui? Oui, il a été. Et il a fait le cash-in. Ouais. Oui, il a annoncé le cash-in. Et... Ah ouais, putain, oh là là. J'avais oublié, c'était... Oh. Non, mais ça, c'est les années sombres. Hein. C'est bon, j'ai pu parler de lui. Bon, on va parler de quelqu'un de plus positif. Bon, je viens de me penser que j'ai pas Brock Lesnar dans ma liste. Bon, après, c'est pas plus mal, hein, vu de l'actualité. Et du coup, on va parler de Braun Breaker.
Braun Breaker, bah écoute, moi je vais aller très vite. Je l'ai suivi un peu de loin quand même pendant sa période à NXT. C'est vrai que bon, t'en entends parler, ouais c'est le futur, ouais vous allez voir et tout. Il est arrivé dans le roster principal. J'étais curieux de voir ce dont tout le monde parlait. Et oui, effectivement, c'est le futur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Après, je te laisse donner plus de détails. Ben, Braun Casseur, je vais être honnête aussi. Au début, j'aimais pas du tout. Mais enfin, du moins quand j'ai découvert à NXT, voilà, je voyais en fait en lui un bon mojo Rawley, si tu vois l'image. Mais en fait, je ne comprenais pas encore le personnage, mais après, en me renseignant de loin, je dis que ouais, ok, ça paraît logique, mais j'accroche toujours pas en fait, ça m'intéresse pas. Et c'est en main roster où j'ai bien commencé à aimer, voilà. Vraiment bien intense, bien agile, vraiment c'est vraiment le meilleur spear du business, je comprends le nom du truc. Ouais, hein, c'est clairement le futur, hein, Braun Casseur. C'est le futur, et en plus de ça, il est très bon en promo. Ouais. En ce moment, il catch pas depuis qu'il a la ceinture. Il développe son personnage, il s'exprime au micro, il est bien, il est crédible. Il a l'attitude, il est vraiment badass. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils disent le badass, je trouve qu'il est vraiment badass. Et ouais, je suis. C'est un jeune Goldberg dans une moindre mesure, quoi. Ouais, en meilleur. Ouais, c'est ça. En bien meilleur que Goldberg, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Et bon, j'imagine déjà visage de la compagnie, enfin si à défaut d'être visage de la compagnie, être au moins le numéro de le Némésis de quelqu'un en fait. Genre top heel, voilà. Genre tu vois, il y a un Cena, il y a un Orton, je vois avec lui le Orton. Ou le Batista. Oui, Batista c'est bien aussi. Ah, il sera dans les 3-4 visages qu'on va voir dans les prochaines années, ouais, c'est ça. Alors, next, Bronson Reed. OVZF, c'est un bon big man de mid-card, voilà, tranquille. J'aime bien quand il saute sur les gens, là, mais voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire. Bah, moi, je trouve que au début, c'était ça aussi, pareil, OVZF, bon, un mid-carder, un peu costaud, un peu balèze. Mais là, depuis qu'il a bien détruit Seth Rollins, là, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans un programme intéressant, c'est vrai, où il écrase littéralement les gens, quoi. Il les assassine avec ses... Les gens, il a eu un bon match à Raw, là, avec Braun Strowman. Ils ont fini sur un spot de fou où il l'écrase par-dessus une voiture, et puis tu vois la voiture qui commence à fumer et tout. Tsunami! Ah oui, ça porte bien son nom pour le coup. Non, après, je me dis, ils sont en train de tenter quelque chose avec lui. Ouais. Est-ce qu'ils vont se déplacer ou ils vont aller au bout? J'espère qu'ils vont aller au bout. Ouais. Parce que quand même, porter cette tsunami à Seth Rollins, c'est que t'as envie d'aller au bout. Ah oui, clairement. Hein. Un petit Bronson Reed Braun Casseur, là, duel des Braun. Ouais. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'était OZEF, mais là, il attire ma curiosité. Voilà. Ah oui, il y a de quoi. Ensuite, les Creed Brothers. Ben, c'est des bons petits, hein. C'est des bons talents. Ça, c'est vraiment le type des équipes bien brutales des années 80. Les Steiners ou bien... il y a eu quelle autre équipe? Il y a eu quelle équipe récemment qui a été brutale comme ça? American Alpha, je dirais, quand même. Vraiment des bons lutteurs, hein. Brutus, Julius Creed, vraiment des mecs efficaces, un bon potentiel. Juste, j'espère qu'avec Chad Gable, ils arriveront à mieux s'établir dans la division par équipe, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ils font pas grand-chose. Ouais. Bah, écoute, ouais, j'apprécie bien ces jeunes hommes. Je trouve qu'ils ont aussi, ils ont un bon petit potentiel. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore eu vraiment l'occasion de se montrer. Après, ils sont jeunes, ils sont dans des petits spots. On s'habitue à voir leur tête. Ils ont encore plein d'années devant eux. Là, ils ont trouvé un petit spot avec Chad Gable. Ils vont continuer à développer. Voilà, faut prendre le temps avec ces jeunes-là. T'es pas pressé. Ils sont encore dans la vingtaine. T'es pas obligé de commencer déjà à presser le fruit. Laissez mûrir. Ça me dérange pas pour l'instant qu'ils jouent un petit peu,
qui restent un peu dans les arrières, qui s'assurent les arrières de Chad Gable, qu'ils apprennent, et puis leur moment arrivera. Je suis patient avec ce genre de jeunes. Voilà. Super. Ensuite, nous avons Candice LeRae. Candice LeRae totalement Osef. Je la vois juste comme Madame Gargano, c'est tout. Ouais, elle c'est vraiment Triple H qui veut remercier Johnny Gargano. Je t'aime tellement, Johnny. Ah, tu te rappelles de cette époque à NXT? C'était bien, hein? Bon, vas-y. Non, j'aurai toujours un spot pour toi, Johnny, tu le sais. C'est compliqué en ce moment, je vais essayer de te trouver quelque chose. Ah, ta femme aussi? Oh, Johnny, tu m'en demandes beaucoup quand même. Ouais, c'est... Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je le vois vraiment comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, je peux lui trouver quelque chose à Candice. Ouais, mais tu sais que je l'adore, Candice. Je m'en fous de Candice LeRae, sérieux. Ah, il dit comme ça, c'est vrai que... Ouais, il y a de quoi se poser la question. On s'en fout, sérieux. Ça se voit que lui-même, il s'en fout. Tu sais, il essaie vraiment, tu sais, lui donne des petits trucs, genre en mode, tu sais, tu rends service aux potes de l'époque, tu vois. Ouais. Voilà. Montrer que tu l'as pas oublié, quoi, voilà. Ouais, on va essayer de lui donner à manger, voilà. Voilà. Maintenant que j'ai percé, je vais faire un petit peu manger les frérots à l'ancienne. C'est ça. Ouais. C'est comme ça que je vois. Mais Candice LeRae, franchement, Osef, mais max. Bon, ben, on va passer maintenant à Carlito. Oh, Carlito. Bon, que dire sur Carlito, sérieux? T'es inspiré? Vas-y, je te laisse. Ben, pas particulièrement, hein, Carlito. Bon, c'est plus par rapport à ce qu'il a fait avant. Et Carlito, ouais, c'était un bon petit talent. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il ne sert plus trop à grand-chose. Mais, ouais, j'ai toujours une petite attache, une petite appréciation pour Carlito. Bon, il sert au Judgment Day, mais ouais, bof. Toujours aux F quand même, mais ouais, hein. Carlito, bon, c'est demi-validé, je vais dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah écoute, moi j'aimais bien à l'époque Carlito, hein, je pense, bon, un peu comme tous de l'époque génération Catch Attack. Ouais. Ouais, j'aimais bien Carlito. Bon, là, depuis qu'il est revenu, ouais, il était dans un spot un peu bizarre avec la LWO, là. J'aimais pas trop, moi, quand il était avec eux. Moi, j'aime bien Carlito Hill. J'avais hâte qu'il fasse son heel turn. Mais bon, là, il joue un peu les sous-fifres chez le Judgment Day. J'imagine que c'est le spot de tout le monde dans le Judgment Day quand tu viens de débarquer, hein. Bon, c'est pour ça que je dis, je suis pas trop... Ah là, il est là, quoi. Enfin, rien de spécial à dire sur lui en ce moment, en tout cas. Ouais, Carlito, c'est plus par rapport à ce qu'il a fait avant. Et ouais, j'étais bien content de le voir en live à Lyon contre Rey Mysterio. Ça a débloqué des souvenirs. Ouais, moi, j'ai même pas eu cette chance, vois-tu. Allez, bon, comme tu me parais chaud, je te laisse parler de Carmella. Carmella, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-là. Ah oui, vraiment longtemps. Hein. Ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Carmella, c'est une catcheuse que j'ai mis du temps à apprécier. J'aimais pas du tout au début. Je trouvais vraiment dans une ère qui se voulait beaucoup plus compétitive. Je trouvais qu'elle faisait vraiment très diva, moi je trouvais. J'avais du mal avec ça. T'inquiète, t'es pas le seul. Hein? T'inquiète, t'es pas le seul. Bah, j'avais vraiment du mal avec ça. Elle faisait très diva, très nunuche, très... voilà, j'avais du mal. Et après, j'ai appris à l'apprécier pour ce qu'elle est, en fait. Voilà, tu sais, Carmella, c'est un peu... Je me suis dit, c'est un peu la personne que t'aimes bien sans plus. Tu la trouves un peu con, mais tu dis, bon, on l'aime bien quand même, voilà. Ouais. Ben, je te rejoins tout à fait, hein, Carmella. Bon, après, Carmella, pendant longtemps, je l'ai trouvé aux F. Enfin, au début, bon, elle m'intéressait pas principalement. J'accrochais pas au personnage de princesse Tétanelle en bout de la tête, quoi. Et après, j'ai apprécié un peu son règne de championne de SmackDown, même si Asuka a dû se manger les dommages de ce règne, d'ailleurs, malheureusement. Et sinon, j'ai bien aimé son run de face avec R-Truth, c'était très divertissant avec les dance breaks, tout ça. Ça, c'était vraiment Carmella Prime.
J'aimais bien aussi quand elle avait son personnage de... Comment ça s'appelle? D'Intouchable. Intouchable, c'était bien ça. C'est vrai que ça faisait diva, mais après, sur le catch, ça restait du sérieux quand même, quoi. La différence de contraste, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et apparemment, le personnage intouchable devait être plus poussé que ça. Ça devait genre être une référence à la Patrona, si tu connais. Ah oui, bah, écoute, ouais, moi, Carmela, ça a jamais été vraiment, voilà, j'ai jamais vraiment porté dans mon cœur, même si elle me dérange pas. Je trouve qu'elle est quand même divertissante. Voilà quoi, tu vois qu'elle a quelque chose, mais j'ai jamais été vraiment. Carmela, on va dire c'est un pouce au milieu, c'est pas un pouce en bas, c'est un pouce au milieu. Ouais, pareil, hein. Bon, surtout quand par la suite, elle a son histoire de personnage de la femme la plus belle du monde. Et elle est dans ses délires à porter un masque pendant ses matchs. Bof, quoi. Ouais. J'en rote même. Bof. Bref, passons. Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, ouais, Carmelo Hayes, vraiment, c'est un bon talent, clairement. Pendant longtemps, je trouvais que... En fait, en termes de parcours, de loin à NXT, il me faisait un peu penser à John Cena. Genre, le mec, s'il arrive en mode random, voilà, il s'attaque aux plus grandes, il commence avec les plus grandes de NXT, il commence face à Adam Cole, ensuite il commence à tourner, il va avoir un personnage plus prétentieux, voilà, bon, c'est pas en mode rap, hein, plus prétentieux, il a un random associé à lui, excuse-moi Trick Williams, tu es très bon, ensuite, il redevient face, visage de NXT, mais c'est vrai qu'en main roster, bon, c'est un peu plus dur, quoi. La compétition est rude. Mais c'est vrai que Carmelo c'est vrai qu'il a ce qu'il faut, la gueule, le charisme, la personnalité, le in-ring. Mais il manque ce truc en plus pour aller plus loin. Et j'espère qu'il le trouvera assez rapidement. Là, il est sur une bonne série de matchs avec Andrade. J'espère que par la suite, il pourra mieux développer son personnage. Carmelo Hayes, ouais, je te rejoins. Très gros talent. Je le connaissais pas. Clairement, j'avais pas du tout suivi. Mais j'entendais parler. Voilà, il faisait partie des noms qu'on entendait souvent avec Bron Breakker. Carmelo Hayes, gros talent, j'aime beaucoup. Moi, ça a tout de suite accroché. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de personnage un peu arrogant, tout ça là, j'aime bien. Et c'est vrai que la compétition est rude, je trouve qu'il s'en sort quand même pas mal. On le voit quasiment toutes les semaines. Il sort des bons matchs. Il a une bonne personnalité. Au micro, dès qu'il a un petit peu de temps pour s'exprimer, c'est bien, c'est intéressant. Bon, après, pour l'instant, je sais pas j'arrive pas encore à voir dans quel spot il faut pour vraiment évoluer. Je sais pas, la compétition est rude, comme tu l'as dit. Hein. Ouais. Le championnat des États-Unis, ça me paraît un peu compliqué pour lui. Tu vois, un Money in the Bank sur lui, ça m'aurait pas dérangé. Même si ça aurait paru même un peu trop précipité, tu vois. Il aurait pu se casser les dents avec ça derrière. Après, le Money in the Bank, tu l'as, mais après, il faut cash in, tu vois. C'est un talent, mais je sais pas trop dans quelle direction il va aller. Je t'avoue. Ouais. Ben, on va voir, où il pourra diriger, hein. Je l'aurais quand même vu rejoindre une faction, mais au final, ça s'était pas fait, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a trop de factions aussi, hein. On ne va pas mettre des gars que dans des factions. Oui, c'est vrai. Mais bon, je sais pas quoi faire avec lui. C'est vrai qu'il y a 300 gars, mais quand même. Donc, Chad Gable. Chad Gable, moi j'aime beaucoup Chad Gable. Bon, dernièrement, il a vraiment éclos et montré au monde de quoi il était capable pendant longtemps. On a toujours été là à se dire qu'il avait un potentiel. Il est vraiment en train de le montrer dernièrement, même si c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux quand même, je dois l'admettre. Il a commencé dans les American Alpha, il me semble. Ouais. C'était ça, NXT avec Jason Jordan. Ouais. On se rappelle tous. Le fils de Kurt Angle.
Mais pourquoi ils ont fait ça, sérieux? C'était quoi ça? Et pourquoi ils ont pas choisi Chad Gable? Enfin, je trouve que c'était mieux, non? Je sais pas, ils ont essayé un truc, ils pensaient que Jason Jordan se rapprochait plus de Kurt Angle niveau ressemblance, sûrement. Oh, je trouve que Chad Gable, ça aurait pu fonctionner, tu sais, le côté un peu petit trapu olympique, tout, tu vois, ça aurait fonctionné. Ah, à l'époque, il avait les cheveux un peu longs, c'est vrai que physiquement, ça ressemblait un peu moins. Bon. Ouais. En tout cas, après ça, il a eu un petit peu une petite traversée du désert, et il a eu ce personnage de Shorty J à la con. Petite unpopular opinion, j'aimais bien. Voilà. Oh. Je trouvais que ça avait du potentiel pour le relancer. Mais malheureusement, ça l'a pas relancé. Oh, au secours. En fait, Shorty G, pour moi, ça devait être l'équivalent de Deku dans MHA. Voilà, si tu vois la ref. Au secours, c'est la pire chose que j'ai jamais entendue. Franchement. En fait, c'est une des pires gimmicks. En fait, tout le monde le dit, mais je ne suis pas d'accord. Oh là là. Oh, moi, je déteste cette gimmick. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais sérieux. Et tu vois qu'il a donné toute son âme dans cette gimmick. Franchement, c'est grave. C'est grave de celui qui a pondu ça, il devrait être viré sur le champ. Peut-être qu'il est déjà viré, on sait pas. Mais c'est n'importe quoi. Enfin bref, après ça, il a quand même réussi. À s'accrocher et puis il y a eu les American Alpha, je sais plus comment ça s'est créé tout ça. Alpha Academy. C'est lorsqu'il a arrêté les conneries de Shorty G, c'est ça qu'il a relancé pour moi en fait. Voilà, il s'est relancé avec la Alpha Academy en heel au début, je crois. Ouais. Avec. Et ça l'a complètement relancé. C'était mieux. Ouais. C'était top. Ils étaient tellement populaires qu'ils ont tourné face. Et c'était toujours bien. Et puis, là, vraiment, il est reparti. Dès que Chad Gable a tourné du coup heel avec cette histoire avec Sami Zayn, Gunther, le titre intercontinental. D'ailleurs, que je pensais qu'il allait gagner. Il aurait dû gagner contre Sami Zayn, qui n'a jamais gagné. Et depuis, il est dans une rivalité que je trouve un peu bizarre avec les Wyatt Six. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Chad Gable et je pense quand même qu'il mérite au moins un titre solo. Faut lui donner, s'il vous plaît, donnez-lui. Ah oui, c'est clair, hein, j'ai rien de plus à rajouter par rapport à ce que tu dis. Et franchement, Chad Gable, c'est vrai que c'est un bon talent. Là, il a su exploser, il est enfin considéré vis-à-vis de son talent. Je suis très content pour lui. En tout cas, j'espère qu'il pourra avoir de vraies choses par la suite et qu'il soit récompensé, hein, quand même. Et que l'histoire d'American Made mène à quelque part, parce que c'est vrai que même de la formation du groupe paraissait un peu random, je trouve. Oui, mais bon, après, c'était des... Voilà, je trouve qu'ils se complètent quand même bien. Et ils peuvent, si on leur donne la possibilité, ils peuvent faire quelque chose d'intéressant, je pense. Même Ivy Nile peut sortir gagnante de tout ça. Ouais. Parce que toute seule, elle va avoir du mal toute seule. Ouais. Bon, je pense qu'on va faire les dés et après on finit, hein. On va faire une autre partie plus tard, voilà. Bon, ensuite, Charlotte Flair. Ben, je vais simplement le dire, Charlotte Flair, vraiment monument du catch, l'une des GOAT, clairement. S'il faut faire un mot Rushmore du catch féminin et qu'elle ne figure pas là-dedans, à un moment, faut maîtriser votre catch, hein. Charlotte, bon, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à accrocher, image de Ric Flair, même dans le catch, j'étais là en mode, ouais, bof. Et après, avec le temps, il y a eu des progrès. Elle a su adapter son catch et c'est très bien. Elle méritait avoir ses 14 titres de championne. Bon, dommage qu'il n'y ait pas que pour la majorité, il n'y ait pas eu de vrai règne, mais je trouve que son palmarès est assez justifié. Et je pense même qu'elle finira par battre le record de Ric Flair à un moment donné. Bon, j'espère que Cena le fera avant, mais là, c'est une autre question. Mais Charlotte Flair, voilà, légende de la WWE, légende du catch. L'une des meilleures catcheuses américaines, enfin la meilleure catcheuse américaine de sa génération.
Et je te précise bien américaine, Amérique du Sud comprise, hein, si ce n'est du monde d'ailleurs. Et ouais, hein, Charlotte, c'est vraiment validé de mon côté. Bah écoute, je vais pas répéter ce que tu as dit. Je suis d'accord sur la plupart des choses que tu as dit. Et puis moi, Charlotte, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec elle au départ. Et elle m'a vraiment mis d'accord le jour où je l'ai vue en vrai. Voilà, je pense que tu étais là. Ah oui, moi aussi, c'était pareil. Ouais, la première fois que je l'ai vue en vrai, dans une salle, dans une arène, c'est le catch. Je me suis dit, je comprends pourquoi ils mettent la ceinture toujours sur elle. Elle a un truc que les autres, ce jour-là, en tout cas, parmi les autres catcheuses qu'on avait vu ce jour-là, elle était vraiment au-dessus du lot. Elle a un truc. Voilà. C'est clair. Elle a un truc en plus qu'on voit pas forcément à la télé, mais qu'on ressent quand on la voit en vrai. Donc voilà, rien à dire sur elle. C'est l'une des meilleures, voilà, tout simplement. Maintenant, parlons de meilleures. Chelsea Green. Chelsea Green. Alors, Chelsea Green, moi j'aime bien, voilà, je vais pas non plus trop m'éterniser sur elle. Je connais pas sa carrière avant la WWE, je sais même pas si elle avait une carrière avant la WWE. Oui, quand même. Elle est un petit peu arrivée, elle est arrivée un petit peu devant mes yeux comme un cheveu sur la soupe, j'entendais parler d'elle dans les dirt sheets, dans les machins. Elle est arrivée, je crois, premier run, elle s'est blessée, ou je sais pas quoi, elle est repartie, et puis elle a été re-engagée. Tu referas un petit peu la chronologie. Et puis maintenant, je l'apprécie beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien son personnage, j'aime bien son côté un peu concon, un peu... voilà, j'aurais tellement aimé qu'elle gagne la mallette aussi, même si j'aime bien aussi que le fait que ça soit Stratton. Ouais. Mais j'aurais bien vu Chelsea Green avec la mallette. Voilà. Pour moi, c'était sa seule chance de gagner la ceinture. Après, emploi d'elle. Avait-elle une carrière avant la WWE? Ben, elle avait une carrière à la WWE que je ne connais pas. Justement, ça tombe bien. Je sais qu'elle a fait TNA vite fait, mais bon, j'ai pas les détails de son CV, hein. Mais sinon, Chelsea Green, lors de son premier run, j'aimais pas déjà. Et son retour, t'avoue que j'étais un peu sceptique. Je ne comprenais pas trop le principe. Mais après, bon, elle m'a fait mentir et finalement, j'apprécie. C'est vraiment une catcheuse divertissante. Et je ne vais pas reprendre ce que tu as déjà dit. On est d'accord là-dessus déjà. Allez. Voilà. Non, maintenant, suivant. CM Punk. Ouh là là. Oh là là. Ouh là. Je viens de voir une merde éclabousser mon écran. Ouh là là. Aïe 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 aïe. Non, là, je commence. Là, il faut que je commence. Là, il est temps de dire les termes, là. Non, là, j'en ai rien à foutre de ce que vous dites. Là, CM Punk. Oula. Déjà. Pour commencer doucement. Je déteste CM Punk. C'est pas que je n'aime pas, je déteste CM Punk, je déteste ce qu'il représente. Le mec, il représente tout ce qui ne va pas dans le catch. Du moins, comment les gens voient le catch aujourd'hui. C'était clairement le premier. Déjà, de base, le catcheur, avant son fameux prime, j'accrochais pas plus que ça, j'accrochais pas à son look, j'accrochais pas à son catch, j'accrochais pas à son personnage. Et franchement, le mec, si on est honnête 2 minutes, c'est Jeff Hardy qui lui a donné une carrière à la WWE. Oui, mais Jeff Hardy, le drogué, j'en ai rien à foutre. Dans les faits, Jeff Hardy lui a donné une carrière. C'est grâce à Jeff Hardy que CM Punk a su s'élever dans le main event. C'est grâce à Jeff Hardy quelque part qu'il est dans la position et qu'il a la renommée que tout le monde qu'il a aujourd'hui. Parce que désolé, mais CM Punk, dites-moi un truc intéressant qu'il ait fait avant. Je t'attends, Pépé Foot. Dis-moi. Il avait gagné. Il avait gagné la mallette. Et alors, c'est qu'un CV. Je te parle des programmes, des histoires. Est-ce qu'il y a eu des histoires palpitantes? Le mec a eu la mallette, c'est vrai, en 2008, il a été champion du monde poids lourd. Mais le mec, c'était nul. Il n'avait rien à foutre là, clairement.
Le mec, quand tu vois les main eventers en face, CM Punk, c'est un poussin. Le mec, en promo, il arrivait à trembler face à JBL. Oui, Et tu oses me dire... Oui, ok. Et tu oses me dire que c'est quelqu'un en 2008? Attends. Après, il a eu une carrière après. Oui, c'est pour ça que je te dis que au moment de sa feud contre Jeff Hardy, c'est là où il a commencé à avoir une carrière. Sinon, avant, c'était juste un mid-cardeur parmi tant d'autres, quoi. Bah, On le surcotait déjà avant. Il a dû s'élever à un certain niveau, à un certain moment de sa carrière. Et c'était ce moment-là. Donc, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu peux reconnaître sa grandeur? Non, mais après, je reconnais un peu... je reconnais le parcours qu'il a fait, mais c'est clair. Mais après... non, c'est un peu que j'ai du mal. Straight Edge Society, par contre, je trouve que c'était bien. C'est vraiment le seul truc que je peux lui accorder. Le truc de Straight Edge, c'était un délire que j'accrochais parce que je me reconnaissais un peu par rapport à ça. Malheureusement. Voilà. Parce que je vais m'associer à ce gars-là. Mais maintenant, si ça s'arrêtait là, maintenant la fameuse année 2011, 2011 où il a fait l'exploit de nous pondre la pire promo de l'histoire de la planète Terre, de moins l'une des pires. La fameuse pipe bomb que tout le monde sauce là. Y a pas un problème entre nous? Pourquoi ça? Mais attends, pourquoi est-ce que l'une des promos les plus mythiques de l'histoire du catch devient la pire promo de l'histoire du catch? Parce que c'est une promo. Déjà, les promos où ça parle des trucs d'insider, en live, je ne suis pas fan en général. Mais franchement, cette promo-là, ça expose littéralement le business, quoi. La promo, ça se résume à ça pratiquement. Sina, ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais je n'aime pas ce que tu représentes. Je n'aime pas le fait que tu gagnes tout le temps. Ben, gagne des matchs, frère, je ne sais pas. T'as qu'à être meilleur, je sais pas. Et aussi, si tu es dans cette position, c'est parce que Vince... Ah non, c'est parce qu'il lèche les fesses de Vince McMahon. Traduction, si John Cena est le visage de la compagnie, c'est justement parce que Vince McMahon l'a décidé. Et c'est en contradiction par rapport à l'image que Cena représente face à un patron tyrannique quand même. Est-ce que tu vois quelqu'un dire que Stone Cold, s'il a été le visage de l'Attitude Era, c'est parce que Vince McMahon l'a décidé? Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait arrêter le catch la première fois. Parce qu'on me dit littéralement que le catch c'est faux, que c'est scénarisé en fait. Du moins, c'est comme ça que j'ai ressenti. Là, j'avais l'impression que Punk insultait mon intelligence à travers cette promo. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'il fait ça, quoi. Par la suite aussi, dans ses programmes, globalement, c'est ses postulats. Les postulats, c'est se plaindre, en fait. Se plaindre que, ouais, la direction, etc., machin, les trucs vraiment d'insider, quoi. Les trucs des coulisses, etc. Mais attends. En fait, c'est à ça que se résume sa carrière, quoi. À la WWE. Et là, vous êtes là en mode que, ouais, CM Punk, il est tellement rebelle, regardez-moi ça. On dirait Stone Cold Steve Austin, il parle pour nous, c'est trop bien. Bon, déjà, il parle pour sa gueule, hein. Et ne prenez pas trop la confiance. Et de deux, Stone Cold Steve Austin, lui, il venait défoncer son patron chaque semaine. Parce qu'il y avait des trucs concrets, en fait, qui nous étaient montrés dans les shows, contre lesquels Steve Austin, il se rebellait. Tandis que CM Punk, bon, il y a eu des trucs, mais c'est minime quand même. Il n'y a pas non plus de trucs qui se justifiaient concrètement dans les storylines. Moi, j'ai pas souvenir de ça. C'est ça que je déteste. Et du coup, ça a tellement matrixé les gens que ça n'a fait que augmenter ma haine sur le mec, quoi. Maintenant, pour eux, les babyface doivent être rebelles parce que vous voyez, ils sont trop sombres, ils sont trop cool, ils insultent des boss, etc. Mais je souffre, quoi. Pour ces gens, c'est vraiment qu'un seul modèle de babyface, j'en peux plus. Et même si un peu dans ces matchs, je me fais chier, putain. Le best in the world, mon œil. Mais ces histoires de storytelling ne m'intéressent pas. Et j'étais content même qu'il soit parti en 2014 quand j'ai repris, que je ne voyais plus sa sale gueule, là. Si ça s'était arrêté là.
Si ça s'était arrêté là, ok, bon, le mec, il s'est mis à critiquer WWE en dehors, que voilà, il ne s'est pas senti bien, ça c'est un truc que je comprends, que voilà, je peux comprendre qu'il se sente mal, voilà, il se met à l'UFC, etc. Mais le mec se plaint de ça tous les jours, c'est quoi? Frérot, passe à autre chose. Arrête de vivre sur les couilles de WWE, continue à faire ton MMA où tu es un gros loser, ou bien continue ta carrière dans le cinéma. On a compris que WWE t'a maltraité sur la fin, on a compris. John Moxley, lui-même, il a fait ses coups de gueule, après il est passé à autre chose, il fait sa carrière maintenant. Oh, il me fait chier, lui. Bon. Ah ouais, là ça va être très long. Je pensais à faire une vidéo, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Les fraudes dans le catch. Je pensais à faire ça sur CM Punk. Mais si je fais cette vidéo, je pense que ça va durer 1 heure, hein. Donc autant que je balance tout ici, hein. Attends, et là on est que au moment où il a quitté la WWE, hein, parce qu'il y a encore la partie All Elite et voilà, on y vient. Tu te rappelles de sa première promo? À la AEW? Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, je suis trop impatient, je suis trop excité d'affronter tous les nouveaux. Non, avant, ou bien au milieu, je ne sais pas. Il a dit, j'ai quitté le catch professionnel en 2005. Et là, je reviens dans le catch en 2021. Mais sale race, WWE, c'est quoi? Ça reste du catch, que tu le veuilles ou non. J'aime pas non plus cette hypocrisie-là, hein. Parce qu'en mode que ouais, WWE c'est du divertissement sportif, le catch en lui-même c'est du divertissement sportif. Arrêtez vos conneries à un moment. Vous êtes là, vous êtes des pères de famille, vous n'arrivez, ça fait 25 ans que vous regardez du catch et vous n'arrivez toujours pas à comprendre ce que vous regardez. Attendez. C'est fait de manière différente, d'accord, mais ça reste du catch dans les deux cas, bordel de merde. Heureusement que la vidéo n'est pas monétisée. J'aurais pris cher. Maintenant, le run de CM Punk, ça a été ce que ça a été, y a pas de souci. Le mec est toujours aussi chiant sur le ring parce que bon, il est vieux, quoi. Faut comprendre ça. Il a quand même eu quelques bons matchs, une bonne rivalité avec MJF, ça, je ne dis pas le contraire, une bonne rivalité contre Eddie Kingston. Maintenant, l'histoire du run de champion AEW, c'est un peu n'importe quoi et le mec, il se permet de balancer les problèmes backstage en public. Donc, il nous prend en otage pour les problèmes directionnels de la AEW et vous trouvez ça normal. Dis-moi un peu. Même s'il n'avait pas dit ça aux médias, on n'aurait jamais su. Mais est-ce que c'était à lui de le dire? Est-ce que on était obligé de savoir? Clairement, il a craqué quand il était à la AEW. Il y a eu des... Après, la AEW, je pense que c'est pas non plus un environnement aussi sain qu'on le pense. Hein. Oui, c'est vrai. Je pense que le manque de, on va dire, le laxisme un peu de la direction doit entraîner quand même pas mal de dérives là-bas. Ouais, c'est possible. C'est un petit peu les grosses têtes qui font la loi, à mon avis, dans les vestiaires. Mais lui-même, c'est pas une grosse tête ou bien ils sont trop nombreux? Quand tu mets trop de grosses têtes dans un même vestiaire sans shérif pour les surveiller, au bout d'un moment, il y a du clash, quoi. Moi, j'ai voulu y croire, hein, quand CM Punk il a fait sa promo disant que ouais, ça va être trop bien, vous allez voir et tout, j'ai voulu y croire, hein, et puis dès que ça a commencé, je me suis dit, attends, il y a un souci là. Mais bon, maintenant, j'ai pas encore fini. Tôt dans le temps, il y a collision, voilà, le mec il se fait un déco trip, il ressort la ceinture AEW en mode que regardez ce vrai championnat du monde, bon, il fait un bon match contre Joe, d'accord, ensuite il se fait virer, voilà. On connaît les raisons. Et maintenant, il revient à la WWE en mode petite fleur, en mode que je suis à la maison. Ah, ça montre vraiment à quel point le catch est hypocrite, hein. C'est hallucinant. Et surtout, venant de CM Punk, voilà, quoi. Donc, le mec, il fait ses programmes. Et dans ses programmes, il arrive quand même à faire des références à la AEW dont tout le monde se fout. Et je pense que personne n'a. C'est hallucinant quand même. Et non, mais si un peu quand même, au moment toi aussi passe à autre chose. Je veux bien que tu sois rancunier, d'accord. Frère, tu étais à la AEW, tu te tapes contre un petit, tu as 55 ans.
Tu t'embrouilles encore au lieu de recadrer comme il faut, tu te bagarres avec un petit. Aujourd'hui, tu as 67 ans, tu reviens encore à parler de la AEW alors que tu as fait une interview qui était censée en finir une bonne fois pour toutes. À un moment, faut savoir, mec. Et aujourd'hui, il est dans un programme où le principe c'est qui coûte les opportunités au pauvre Drew McIntyre, où il fait chier les mecs déjà en place. Même dans les storylines, on te dit que CM Punk c'est un con. Et on est censé l'acclamer pour ça? Non. Non mais vraiment les fans de catch, on est prêt à gober n'importe quoi. Non mais CM Punk vraiment c'est la plus grosse fraude du catch que j'ai connu de ma vie, quoi. Oui, d'accord, oui, lunatique, ça, ton avis ne compte pas, tu es un rageux anti-CM Punk. J'en ai rien à foutre, je l'assume pleinement. Mais il est temps que vous sachiez la vérité aussi. CM Punk, c'est pas le géant que tout le monde est en train de dire. Bon, il a eu une carrière respectable, mais il a eu quand même beaucoup de dérives, quoi. Franchement, il y a une chaîne YouTube, les Wrestling Clinic, qui parle d'enclume, qui définit en fait des catcheurs qu'on déteste plus que tout. CM Punk, c'est clairement mon enclume du catch. CM Punk, c'est c'est vraiment l'incarnation ultime de la chiasse catcheuse, de tout ce qui ne va pas dans le catch et qui influence négativement les gens en leur faisant croire que c'est quelque chose de bien. Donc je dis, fuck CM Punk! J'ai rien de plus à dire. Donc je te laisse enchaîner, je te laisse dessaler le plat. Bon, à cette allure, je te laisse plutôt démerder le bordel. Voilà, j'ai fini, je suis fatigué. Écoute, c'est un agenda qui est vraiment très très rempli, avec plein de dates sur CM Punk, je peux comprendre. Je l'aime pas, ok, mais on est forcé de constater que tout le monde adore CM Punk. Je ne sais pas pourquoi. En ce qui me concerne, je ne suis pas un fan. Je ne déteste pas non plus. Mais, force est de constater que peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il va faire, les gens continuent à l'adorer. Alors. C'est terrible, hein. Mais peu importe ce qu'il fait, les gens l'adorent. Mais quel genre d'influence il a sur les gens? C'est ça aussi. C'est quelle autorité cognitive il arrive à avoir aux gens à ce point-là? C'est éternel question. Il peut être dans le vestiaire, les gens vont l'adorer lui. Il peut chier sur une compagnie pendant 10 ans et revenir dans cette même compagnie et dire que c'est le meilleur endroit du monde. Tout le monde va l'adorer. Donc, il peut aller dans une autre compagnie et chier sur l'ancienne et revenir sur celle qu'il a chié dessus. Au final, tout le monde va quand même l'adorer. Donc, qu'est-ce que la WWE peut faire? Voilà, ils sont obligés de le mettre à l'écran. Ils sont obligés de capitaliser sur lui. C'est du business, mon gars. Mais bon, je comprends que tu ne l'aimes pas, mais en fait, comment tu expliquerais que tout le monde l'adore? Ben, j'aimerais comprendre aussi, hein, parce que là... CM Punk, moi, c'est pouce en l'air. En tout cas, c'est pouce en l'air. Parce que tout le monde l'adore et je suis désolé, quand il entre dans une arène, tu sens l'atmosphère, tu sens la foule qui se lève. Je suis obligé de reconnaître, voilà, je suis pas fan. Moi, il me fait pas vibrer, il me fait pas... Voilà, son retour, ça m'a franchement fait ni chaud ni froid. J'ai même trouvé ça un peu bizarre. Mais force est de constater que il a quelque chose en plus. Tout simplement. Ouais. En tout cas, bien content qu'il ne soit pas venu à Lyon. Hein. Ouh là là. Vraiment, je serais pas au bout de mes peines. Et franchement, on a passé, genre 15 minutes à parler de CM Punk, hein, dont 13... Moi, j'ai dû en parler pendant 13 minutes, voilà. Ouais, bah, on ressent tout ce que tu ressens pour lui. Mais c'est bizarre parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils avaient failli arrêter le catch à une certaine période et que c'est grâce à CM Punk qu'ils ont continué. Beaucoup de gens disent c'est le contraire. Toi, t'as arrêté à cause de lui. Bon, ben, écoute, c'est selon l'appréciation de chacun, on va dire, hein, pour ne pas dire autre chose, sinon on va mal me voir. Voilà. Donc,
passons un peu à quelque chose de plus positif. Ah, Cody Rhodes. Ah, je l'introduis quand même bien, quand même. On est passé par une sacrée épreuve tout à l'heure, maintenant on va bien l'introduire. Petit-fils d'un plombier. Fils d'un homme ordinaire. The American Nightmare et père de la liberté, Cody Rhodes. Oh, Cody. Tellement de sentiments envers cet homme. Bon, je pense qu'on adore tous Cody. Hein. Moi, je suis clairement un Cody Crybaby. Il n'y a pas de souci pour ça. Je l'assume totalement. C'est mon catcheur préféré du moment. Après, moi, je suis très... Voilà. Mon ancien catcheur préféré, c'était John Cena. Aujourd'hui, c'est Cody Rhodes. Donc, bon, on va dire que je suis simple. J'adore Cody pour sa carrière, pour en fait les couilles. On n'est pas monétisé, donc je me permets, qu'il a eu quitter la WWE, faire ce qu'il a fait, et après les couilles qu'il a eu pour quitter la AEW. Non, bravo à lui. Hein. Ça aussi, il fallait. Bah attends, je suis désolé. Tu montes une compagnie et tu t'en vas, quoi. Il est parti. Et aujourd'hui, c'est le visage. Bon, un peu derrière Roman Reigns, mais on va dire c'est l'un des 3 visages de la WWE. Et il est dans le meilleur main event du meilleur WrestleMania de tous les temps. Et il a eu le plus grand champion de la WWE de l'histoire. On oublie les anciens là, ceux qui ont gardé la ceinture pendant 8 ans, 1000 ans. On parle bien de Roman Reigns, on parle bien du chef tribal. Et c'est lui qui l'a détrôné. Et faire le back-to-back, perdre l'année d'avant et gagner l'année d'après, ça rend l'histoire encore plus belle. Je suis amoureux de Cody Rhodes, je suis amoureux de son histoire. Juste en ce moment, je te laisse parler en ce moment. Mais avant ça, dis-moi d'abord ce que toi tu penses de Cody. Non, mais Cody Rhodes, c'est super, hein, comme tu l'as dit. Moi aussi, c'est mon catcheur préféré du moment et j'aimais déjà bien à l'époque où je découvrais à l'époque Catch Attack, tout ça. Et on applaudit également pour son parcours parce que c'était pas des plus simples à faire quand même. Jusqu'à créer une compagnie concurrente et revenir et être vraiment l'un des visages de la compagnie. Bravo à lui. Cody Rhodes, vraiment, c'est vraiment le super-héros qu'il fallait, en fait. Ce genre de face, vraiment, depuis John Cena, c'est ça qu'il nous fallait, en fait. Vraiment bien droit, qui supporte l'adversité, tout ça, qui a des valeurs. Vraiment, un mec inspirant, en fait. Et qui peut aussi être un objectif à atteindre pour chacun. Parce que, bon, il peut y avoir des faces qui peuvent être inspirants dans un autre sens, mais où nous reconnaissons directement, mais qui ne sont pas des objectifs. Je parle bien sûr des underdogs en général, alors que Cody Rhodes, waouh, quel homme quand même, quel homme. Franchement, lui, c'est vraiment mon catcheur préféré du moment, et il est top 3 de mes catcheurs préférés all time, hein, franchement. Et bravo pour son histoire. Moi, son règne de champion WWE, j'aime bien. Je trouve que son règne est plutôt bien. Bon, c'est pas non plus un truc extra, mais voilà, ça fait clairement le taf. Contrairement à ce que beaucoup de détracteurs disent. Mais c'est vrai que le problème, en fait, c'est le problème du roster de SmackDown, en fait. SmackDown, y a pas grand chose à manger, quoi, en dehors de la Bloodline. C'est vrai que moi aussi, moi son règne de champion ne me dérange pas. Franchement, pour l'instant, il a eu que des bons matchs. Bon, j'ai pas encore vu Bash in Berlin, mais pour l'instant, il a eu que des bons matchs. Ces rivalités, bon, c'est vrai qu'on peut toujours dire que oui, il n'y a pas de suspense, on sait déjà qu'il va gagner. C'est vrai. Mais est-ce que c'est sa faute? Cody est un excellent champion. C'est un excellent champion. Et je suis pas pour lui retirer la ceinture tout de suite, comme beaucoup disent là sur Twitter. Ah, vas-y, ils vont lui enlever la ceinture, son règne il est chiant. Non, lui retirez pas la ceinture. C'est un bon champion. Et franchement, je sais pas qui ferait mieux là tout de suite que lui.
Qu'est-ce qu'il fait? Après, moi, ça me dérangerait pas qu'il perde la ceinture pour la récupérer peu de temps après, hein. Cody, multiple champion du monde, c'est pas mal non plus, hein. Pas non plus, je ne dis Oui, pas qu'il doit, il peut être champion, oui, squatter le titre, mais sans non plus être champion comme à la Roman Reigns ou être champion pendant un an, quoi. Oui. C'est quand je dis laisser le champion, c'est laisser-le proche du titre, quoi. C'est ça. Voilà. C'est même s'il le perd, ça c'est pas mauvais. John Cena et Randy Orton ils l'ont fait pendant je sais pas combien de temps sans renvoyer la ceinture. Donc oui, il peut la perdre, la récupérer tout de suite derrière, et puis même le fait de perdre la ceinture aussi, ça peut crédibiliser un autre catcheur en fait. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça le problème. C'est que non seulement il n'y a pas de réelle concurrence dans le main event, mais c'est qu'il n'y a même pas l'effort de construire cette réelle concurrence, de crédibiliser d'autres mecs. J'aurais par exemple fait en sorte que AJ Styles à un moment donné il regagne le titre WWE une dernière fois et que Cody récupère derrière dans la foulée. Ça ne fait pas de mal. Oui. Ça aurait été bien. Hein. Franchement, ça aurait été bien. Ah, franchement, ce genre de scénario, ça m'aurait pas dérangé. Et puis, on le voit plus, en fait, de nos jours. Maintenant, on sait que quand un catcheur perd la ceinture, il perd la ceinture. Hein. C'est ça. C'est dommage. De nos jours, tu perds la ceinture. Donc, on sait très bien que quand quelqu'un s'approche de la fin de son règne, il faut qu'on lui, voilà, quoi, il faut qu'on commence déjà à lui faire, lui dire au revoir, quoi, parce qu'on va pas le revoir champion de sitôt. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est dommage. Parce que oui, c'est bien beau les bandeurs de long term storytelling de dire que ouais, mais le règne ça va durer 3 semaines, c'est pas bon. Qu'est-ce qui vous dit ça? Et les règnes, s'il n'y a pas besoin que ça dure 4-5 mois pour qu'il y ait des trucs intéressants, hein, un règne peut aussi servir à raconter une histoire. Hein. C'est pas juste je suis là, je suis champion pendant X temps. Et pendant la moitié du temps, c'est chiant, mais on va dire que c'est bien parce que j'ai eu un long règne. C'est pas comme ça que ça marche. Bah, exactement. Attends, je suis désolé, mais le règne de Drew McIntyre de 5 minutes était excellent. Ah oui. Ton règne, il a duré, je sais pas combien de temps il a duré, mais il a duré à peu près 5 minutes et c'était très bien. C'était très bien. Ouais, ça a contribué à une histoire, ça a contribué à construire un main eventer. Est-ce que Damien Priest est sur la liste? Oui. Ça a eu permis de construire un main eventer tel que Damien Priest, et puis voilà, quoi. Oui. Comme quoi, chaque règne peut avoir son utilité, c'est juste savoir bien le raconter. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, Cody Rhodes, en tout cas, c'est validé. Très fort. C'est validé. Et pouce en l'air. Pouce en l'air, voilà. Allez, est-ce qu'on fait les dés maintenant ou bien on fait ça une autre fois? Parce que là, ça commence à faire long, quand même. Ouais, je pense qu'on fait ça une fois. En fait, c'est plus long que ce que je pensais. Ouais, moi aussi. Du coup, c'est là qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter sur une bonne note, voilà, avec le monument Cody Rhodes. Donc, c'est ainsi que ça va s'arrêter. Vous nous donnez également vos backups par rapport aux mecs du roster qu'on a cités. Et du coup, on se retrouvera une autre fois, du coup, pour continuer la liste du roster, dire ce qu'on en pense. Un jour. Et du coup, je vous dis salut, bonne journée et bonne soirée.